Non, mais ça c'est bien, voilà. Donc vous avez Radio Parleur avec nous qui vont nous balancer des petits sons de manif, mais on y reviendra un peu plus tard. On va commencer. Alors je vous présente quand même, hein, Violette, Étienne et Sophie. Vous occupez de Radio Parleur, qui est une radio libre et indépendante, et qui date de quand? Quand est-ce qu'a été fondée Radio Parleur? Alors, Violette, la cofondatrice, l'une des cofondatrices, va te répondre tout de suite. Radio Parleur, bienvenue sur Radio Parleur, le son de toutes les luttes. Je vous le fais en mode lancement d'émission, puisque c'est comme ça que Radio Parleur a commencé. À l'époque de Nuit Debout, Radio Parleur, ça s'appelait Radio Debout. Et puis, comme chez tous les gauchistes, il y a eu scission. Donc, le 15 septembre 2016, on a décidé à quelques-uns de prolonger l'aventure. Et donc, on a créé ce média qui est média de toutes les luttes. Donc, par définition, ça peut être des luttes de gauche, des luttes de droite. Et on tire les angles de nos sujets à partir des luttes. Dès que quelqu'un, quelque part, se lève et dit « Moi, je suis pas content », on considère que c'est une lutte et donc qu'il y a sujet. Et voilà, on traite de l'actualité comme ça. C'est Radio Parleur. Après, on va dire qu'en termes d'adhérents, on est sur une quarantaine d'adhérents bénévoles aujourd'hui. 4 membres permanents qui seront bientôt salariés, et puis ce que nous, on appelle les permavols. C'est les permanents bénévoles. C'est les gens qui ne sont pas payés, mais qui sont quand même tout le temps là. Et qui sont indispensables au fonctionnement du média. Voilà. Et vous êtes quand même quelques journalistes là-dedans. Il n'y a pas longtemps, vous avez fait une levée de fonds. Comment ça s'est terminé, cette histoire? Ça ne fait que commencer, j'ai envie de te dire. Ah, ça ne s'est pas terminé. Très bien. Non, ce n'est pas encore terminé. D'ailleurs, vous pouvez toujours donner de l'argent sur radioparleur.net/don. Cette campagne de don, en fait, elle a pour fonction de stabiliser notre fonctionnement au quotidien. C'est-à-dire, tu vois, le paiement du loyer du bureau, le matos, l'assurance, toutes ces joyeusetés qu'en fait, on est obligé de payer, qui coûtent de l'argent à l'assaut et qui peuvent être hyper handicapantes quand on n'a pas assez d'argent pour les payer. Donc, la campagne de don, elle nous sert à sécuriser ça, à s'assurer qu'on a la thune pour payer le loyer du bureau sur un an et acheter le matos qu'il faut et défrayer les reportages. Et donc, tout le reste de ce qu'on gagne par ailleurs, on s'en sert pour payer les salaires des permanents. Donc, c'est en fait une campagne de don qui sert à structurer vraiment le média économiquement. Et donc, pour l'instant, nous, on voulait 10 000 euros. Et on n'est pas très loin des 10 000, mais on n'y est pas non plus encore. Il nous manque de mémoire à peu près 2 500 euros encore. Donc voilà, on est content parce qu'on est déjà, on a déjà une belle somme, mais on s'endort pas, voilà. D'accord, et puis libre à vous. Normalement, il n'y a pas le droit de poster des liens dans le chat. Là, peut-être exceptionnellement, on pourrait vous permettre de le faire si vous vous sentez, de poster le lien, même le lien vers le site Radio Parleur aussi, parce que comme moi, vous faites une édition hebdomadaire, enfin tous les lundis, vous produisez un programme d'à peu près 10 minutes, un peu comme moi, mais c'est l'hebdo Parleur, c'est ça? Oui, mais c'est beaucoup moins bien que toi, évidemment. Évidemment. Tu es notre maître en tout. Oui, l'hebdo-parleur, c'est un petit format de entre 10 et 15 minutes que je fais avec mon comparse Étienne qui est là de l'autre côté du micro. Et c'est un petit format sur l'actualité des luttes, donc nous jouons un petit peu avec les sons, avec l'actu, on essaye d'éditorialiser un peu, mais de pas faire des éditos chiants et cons, comme dans la plupart des journaux mainstream, parce que c'est pas très intéressant. Mais du coup, de faire quelque chose de très monté, avec des bruitages, avec des archives, avec de la musique, et puis avec nos blagues sur l'actu. La semaine dernière, on a réussi à faire des blagues sur les violences faites aux femmes. Et c'était hyper drôle, parce qu'on a fait beaucoup de blagues sur Marlène Schiappa, du coup. Mais, c'est facile. C'est facile. Et c'est pas si facile de faire des blagues non sexistes sur Marlène Schiappa. Oui, c'est plus subtil. Oui, c'est vrai que je me suis jamais aventuré. Ouais. En général, j'y vais pas. Je trouve. Ouais. En tout cas, puisqu'on parle d'argent, puisque c'est quand même un peu le nerf de la guerre, y compris de la guerre sociale, ils en ont beaucoup en face. Nous, on essaie d'en rassembler aussi un peu ici. C'est tout le but de ce stream, vous le savez. On en est actuellement à, devant moi, j'ai 27 625,99 euros. Alors, ce virgule 99 est étonnant, mais... Donc voilà, si vous mettez même... Ah non, ça y est, on est passé à 0,9. Mais même 1 centime, ça faisait un chiffre rond. Donc même des petits dons, vous pouvez y aller. On n'a pas de... Il y a un gros palier, genre à 36 000, mais on a le temps, on a jusqu'à dimanche. 36 150 euros, je me rase le crâne, hein, c'était ça quand même qui
qui était j'ai accepté ce truc-là. Mais on est ensemble pendant 2 heures. Je vous explique le programme. D'abord, dans une première partie, on va parler justement de où va aller cet argent, comment, parce qu'il y a beaucoup de questions évidemment qui reviennent là-dessus, comment il va être utilisé, qui va le gérer, à qui il va être envoyé, comment c'est géré tout ça, voilà. On va d'abord revenir là-dessus, et dans une seconde partie, on va peut-être sans doute évoquer, même pas peut-être, c'est prévu, les violences policières et en France. Où on en est, est-ce que les gens en font un peu trop ou au contraire pas assez, ou est-ce que c'est bien traité, si oui comment, par qui, et on va même se pencher là-dessus sur le point de vue d'Amnesty International qui me paraît pour le coup être un observateur distant de ces violences policières et donc avoir un regard qui, en comparaison avec les autres pays, est-ce que c'est si grave que ça ce qui se passe en France ou pas, je sais pas. On y revient dans une seconde partie, et dans une troisième partie, eh bien figurez-vous que j'ai acheté la presse du jour. Je peux vous sortir ça, je peux vous montrer ça, attendez. Voilà, on va décortiquer un petit peu la manière dont chacun des grands quotidiens nationaux a pu traiter de ce qui s'est passé hier. On en est où dans les chiffres, on en est où dans les concessions ou non du gouvernement, on en est où dans la mobilisation, la grève, les usagers pris en otage, etc. Donc on reviendra là-dessus dans la dernière partie, mais vous restez avec moi de toute façon tout le long de ces 2 heures de discussion, hein. Ok. Oui, on est là. Le taquet est au taquet, c'est très bien. Bonsoir Romain. Bonsoir. Donc voilà, Romain Altman, secrétaire général de la CGT Infocom. Est-ce que tu peux présenter, parce qu'il y a eu des questions sur finalement, attendez, le secrétaire général de la CGT, c'est pas Philippe Martinez, hein? C'est pas Laurent Brun, c'est qui? Non, c'est un autre secrétaire général d'une structure, on va dire, de base de la CGT. Donc, il n'y a pas de petit four et il n'y a pas j'allais dire, de pincettes à prendre avec moi. Je suis secrétaire général d'un syndicat des métiers de l'information et de la communication et qui a la particularité, et ça par contre on en est assez fiers, d'être un des premiers syndicats à être né en France, parce qu'Infocom CGT, historiquement, était un syndicat, ce qu'on appelle des typographes, feu métier des typographes aujourd'hui, mais donc qui est né en 1839, donc ça ne rajeunit pas. D'ailleurs, une branche très puissante hein, chez les syndicalistes, une de celles même où il y a encore un taux de syndicalisation assez élevé, parce que pouvoir faire couper les rotatives et empêcher des titres de presse de sortir, mine de rien, ça fait qu'on est écouté. C'est effectivement une des composantes de ce qu'on appelait historiquement le livre CGT. Donc nous, on était les typographes plutôt rattachés aujourd'hui aux rédactions, mais il y avait en fait dans le livre CGT plusieurs métiers qui étaient très fortement organisés, pour ne pas dire exclusivement organisés à la CGT d'ailleurs historiquement. Et du coup, il est logique, vu que vous réunissez des métiers différents, mais qui ont comme point commun de savoir communiquer, parler en public, etc. C'est pour ça que vous avez été à l'avant-garde pour créer et co-gérer cette caisse de grève? Alors en fait, Infocom a quand même cette petite image, j'allais dire, d'enfant terrible dans la CGT. Je le traduis comme ça parce qu'en fait, on a fait un virage il y a une dizaine d'années pour revoir complètement de fond en comble le syndicat, notre syndicat, et y compris dans ses pratiques. C'est-à-dire qu'en fait, on a pris conscience qu'on sait très bien que des fois, les syndicats apparaissent un peu désuets, la CGT un peu caricaturée, des fois à juste titre, des fois à tort. Et donc, on a tout revu, et il est vrai que depuis maintenant quelques années, on a initié plusieurs projets innovants, dont la caisse de grève numérique qu'on a lancée. On était un des premiers à la lancer en grande ampleur lors de la loi travail en 2016. Et on est aussi assez connu et reconnu pour notre travail qu'on fait autour des affiches, dont on en reparlera après. Ça. Voilà. Parce qu'il y en a peut-être qu'on en a entendu parler des fameuses affiches de la CGT Infocom qui avaient outré en haut lieu. Mais ça, ça va nous faire la transition juste après. Pour l'instant, là, les gens voient que je suis sur la page du pot commun, la page de cette caisse de grève. La nouveauté, alors je sais pas si le mot caisse de grève, il est encore approprié, il est un peu vieillot, on dit encore caisse de grève? Ouais, complètement. On aime bien, nous, les vieux concepts, mais qu'on remet au goût du jour en les modernisant au passage. Voilà, il y a marqué caisse de solidarité financière hein, sur la page. Ouais, t'as raison, c'est parce qu'en fait, je l'expliquerai un peu plus tard, mais notre caisse de solidarité, elle ne fait pas que aider des salariés en grève, elle aide aussi des gens qui peuvent être victimes de la répression policière ou d'État, ou qui peuvent être poursuivis pénalement pour des actes collectifs.
D'accord. Donc ça, la grosse nouveauté quand vous avez lancé ce truc-là, c'était que vous passiez par le pot commun. Vous aviez négocié à l'époque avec le pot commun pour un taux on va dire, décent de prélèvement de leur part. Ouais, en fait, l'idée, elle est surtout née un soir, si tu veux, en plein conflit sur la loi travail, où on s'est dit, mais il y a plein de gens qui nous disaient, mais comment je peux aider, enfin, beaucoup de gens qui ne pouvaient pas faire grève, mais qui cherchaient une manière d'aider. Et puis, moi, j'ai dit, à un moment donné, bah, tiens, on n'a qu'à essayer de lancer une caisse de grève pour voir, parce que ces gens voulaient beaucoup contribuer financièrement à soutenir ces gens qui luttaient. Et écoute, là, en l'espace, donc j'ai dû mettre, je crois, 20 minutes à lancer une caisse de grève sur le pot commun. On l'a choisi comme ça par hasard presque, hein. Il n'y avait pas de message subliminal sur le fait de choisir le pot commun. Et en fait, eh ben, écoute, toutes les secondes, ça je me rappellerai toujours, toutes les secondes pendant quasiment 2-3 semaines, ça n'arrêtait pas de tomber. Et je pense que ça répondait vraiment à un besoin et un acte concret de solidarité à leur manière, évidemment, hein, des gens pour soutenir le mouvement. Il y a Béni des Dieux dans le chat qui dit, moi je suis étudiant en infocom, je peux me syndiquer chez vous? Ben écoute, avec plaisir, on accueille tous les futurs salariés ou qui sont déjà salariés dans ces domaines et dans ces secteurs, et au contraire, on sera les premiers à les accueillir comme il se doit. Vous aviez levé combien à l'époque de la loi travail? Écoute, au total, il faut bien comprendre, parce que les gens des fois voient pas les mêmes chiffres entre ce qui est affiché sur le pot commun et ce qu'on annonce, c'est parce qu'en fait, il y a en plus du pot commun des dons que les gens font ce que j'appelle traditionnellement en papier, chèque, voilà. Donc en fait, à l'époque de la loi travail, on avait approché les 650 000 euros. Et là, je vous ferai un point, parce que j'ai fait un peu un état des lieux avant de commencer l'émission, pour vous dire où on en est actuellement. Donc moi je suis sur la page du pot commun, il y a quelques chiffres, mais du coup ça doit pas être tout, ça doit être en tout cas c'est ce qui passe par le pot commun, mais par exemple ça ne comprend pas encore, je le dis pour ceux qui ont donné ou qui vont donner grâce à ce stream, ça ne comprend pas encore évidemment les 27 743,69 € que nous avons d'ores et déjà atteints, et on vous en remercie. On va revenir, on arrive juste après sur comment ils sont utilisés, vous en faites pas. Donc ça ne comprend pas encore ça, mais c'est quand même des montants extraordinaires. Enfin je veux dire, n'importe qui peut pas gérer ces fonds-là. Tu vois, par exemple, nous, on a choisi de passer par vous, précisément parce que nous, si on se retrouve avec une grosse caisse, mettons, on fait un Utip et c'est nous qui allons gérer et l'envoyer aux grévistes, machin, ça demande une infrastructure, ça demande un savoir-faire. Ouais, c'est vrai qu'en fait, nous, on a été les premiers à essuyer un peu les plâtres à l'époque, mais c'est sûr que faut être un peu organisé et il faut surtout avoir des règles dont je vais vous parler après, mais qui sont nécessaires pour pouvoir gérer ce type d'initiative. Surtout que je tiens à dire aussi à tous ceux qui nous écoutent que nous, on mène cette initiative en plus d'être en lutte, hein. C'est parce que c'est pas notre seule contribution au mouvement, c'est aussi parce que on est en grève quand il faut l'être en grève, comme là on l'était hier. On fait par ailleurs, on essaye d'animer nous le mouvement par différents aspects. Et voilà, en tout cas, ce qu'il faut dire, c'est que là, on en est, donc pour que vous sachiez, avant qu'on parle un peu des détails techniques, mais on est là, à l'heure où je vous parle, à plus de 185 000 € pour ce qui concerne la caisse de grève de disponibles, donc qui sont utilisables dès ce soir, parce que là, pour certains secteurs, on est, ça y est, maintenant, la deuxième journée de grève consécutive est donc lancée, et c'est ce qui permet d'être aidé. Et évidemment, s'ajoute à ça ce que vous avez, votre belle initiative du recompte du stream qu'il faut ajouter. Donc on peut dire qu'on a déjà dépassé les 200 000 €, ce qui est quand même déjà énorme en 24 heures, enfin un bon 24 heures de mobilisation. Alors, où est-ce que ça va aller? Comment vous décidez? Qu'est-ce qu'il faut faire? Par exemple, tiens, exemple concret. Il y a des salariés, même ils sont pas nombreux, ils sont dans une petite structure. Un McDo, par exemple, ils ont décidé de se mettre en grève parce qu'en plus ça colle pas avec leur direction chez eux, et ils se sont dit tiens, il y a une grève nationale, c'est peut-être le moment ou alors je sais pas, Go Sport, enfin un truc, des salariés du service qui sont parfois, des métiers du service qui sont parfois moins syndiqués que d'autres, et ils se disent bah nous on l'a faite la grève, mais ils vont pas nous aider, on n'est pas de la CGT. Ouais, alors c'est pour ça que c'est intéressant, parce que il y a beaucoup d'images, beaucoup des fois de fausses idées véhiculées. En fait, ce qu'il faut comprendre, et c'est ça l'originalité de notre caisse de grève, c'est la première chose, c'est que notre caisse de grève, elle s'adresse pas qu'à des syndiqués. C'est-à-dire qu'en fait, l'argent que vous versez, que les gens donnent, ça va pas uniquement à des gens qui ont une carte FO, CGT, CFDT, peu importe. Enfin, CFDT, ils sont pas nombreux. On aimerait qu'ils le soient plus, en tout cas, mais qui permet en tout cas de dire que même si t'es pas syndiqué,
et que tu participes, ce qui compte, c'est de participer à la lutte, d'être en grève, tu peux être aussi indemnisé. Ça, c'est le premier point, parce qu'il n'y avait pas de caisse de grève qui faisait ça avant. C'est-à-dire, en gros, avant, on sait tous que des fois, les syndicats, notamment, je la cite, elle n'est pas souvent en grève, mais la CFDT a un trésor de guerre de 134, je crois, millions d'euros, mais c'est uniquement pour ses adhérents. Nous, on a décidé de faire une caisse de grève de soutien à tout type de situation. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point qui est important, c'est que nous, on apporte effectivement la solidarité dans des endroits stratégiques, mais que ce qui compte, c'est que c'est bien les salariés, les grévistes eux-mêmes qui déterminent entre eux comment ils vont répartir la somme qu'ils auront reçue. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas nous qui allons, qui connaissons pas d'ailleurs l'entreprise où ils sont, c'est pas nous qui allons décider à leur place, mais c'est eux. Et c'est pour ça que je tiens à dire que la caisse de grève a un intérêt particulier, c'est qu'en fait, on a établi avec tous les donateurs, et non pas avec les structures de la CGT, mais tous les donateurs qui ont versé 1 euro minimum, une charte d'utilisation de la caisse de grève. Et dans cette charte, il y a un certain nombre de demandes, dont celle d'être obligé de faire une assemblée générale avec les grévistes pour déterminer ensemble comment ils répartissent l'argent. Ce n'est que fait pour ça, ce n'est pas une aide financière pour aller financer des cars ou d'aller financer des pancartes ou d'aller financer du café. Ce n'est que des aides pour aller aider directement le salarié qui est impacté par le fait qu'à la fin du mois, il peut avoir une paye à 0 € ou en tout cas une paye qui est amputée par ces jours de grève. Donc évidemment, là je suis en train de le montrer sur le stream pour les gens. Si connaître vraiment, vous avez envie de pinailler et regarder les détails précis de cette charte, elle est évidemment accessible sur la page sur votre page du pot commun Infocom CGT. Vous co-gérez cette caisse avec Sud PTT 92, c'est ça ? Ouais, alors ça fait partie des frères de combat avec qui on milite, même si on n'est pas forcément de la même organisation, et on a plusieurs syndicats qui participent en fait à cette co-gestion de cette caisse de grève. Donc les donateurs en fait ont établi les principes de base, ça c'est eux qui restent les commanditaires. Nous on ne fait que gérer cette caisse en fait pour eux. Évidemment on les associe dans cette démarche-là parce qu'on pense que c'est important que les gens donnent, mais aussi on pense que c'est important que les gens, au-delà de donner, soient impliqués dans le fonctionnement, et parce qu'on tient une totale transparence sur l'affaire. Donc en fait nos camarades de Sud Post 92 nous ont rejoints il y a maintenant 2 ans avec aussi les camarades de la CGT Goodyear pour co-gérer cette caisse, et nous on en est très heureux de travailler ensemble avec eux parce que c'est vraiment en plus des syndicalistes très combatifs par ailleurs. Donc vraiment, je le dis une fois, mais bon, c'est pas grave, il faudra peut-être le redire. Si vous avez quoi que ce soit comme question là-dessus, alors bon, déjà là on est là pour ça, là on en parle, on va prendre encore un quart d'heure sans doute, ou 10 minutes, j'en sais rien, mais sinon, en fait, c'est très transparent, c'est-à-dire il y a tout sur le site que je vous montre là, donc c'est infocomcgt.fr/caisse de solidarité financière, vous avez la fiche ici. Vous voulez fouiller, il y a des témoignages de donateurs, il y a des témoignages de... est-ce qu'il y a des témoignages de gens qui ont été aidés dedans sur cette page? Oui, il y en a aussi qui ont témoigné, qui doivent être normalement dedans, de mémoire, ou en tout cas tous ceux qui ont laissé aussi des messages de soutien, c'était important. Voilà, il y a une revue de presse, parce que bon voilà, c'est pas la revue de presse qui aide à crédibiliser le truc, de dire c'est pas un truc qui est fait par 3 pélos et on sait pas où va l'argent, machin. Non, c'est sérieux, ça a été sourcé, ça a été vérifié, article de Libération, d'FPH AFP, dossier, les Échos, Week-end. Bref, là vous repartez, donc il y a les affiches aussi qui sont listées, puis il y a la charte. Mais là vous repartez, vous avez relancé la campagne, avec quoi comme support pour lancer cette nouvelle campagne, pour accompagner cette nouvelle étape du mouvement social ? Alors souvent, on a personnalisé nos campagnes sur des travailleurs en lutte, comme on l'avait fait sur les 2 dernières qu'on avait lancées. Là, on a plutôt préféré changer de style, donc on a fait plutôt dessin mode soviétique que tu as normalement en haut de la page web que tu présentais normalement. Toi aussi, donne à la caisse de grève, 5 décembre, machin. Ça, c'est la nouvelle affiche. Voilà, c'est celle-là, et il y en a d'autres qui vont sortir, parce que là, c'était celle qu'on a lancée pour lancer la caisse de grève, de la réactiver, on va dire, parce que en fait, c'est pas une caisse de grève qui est permanente, mais évidemment, on essaie d'adapter les coms à l'actualité. Donc voilà, il y aura des autres affiches de ce type-là, en tout cas, pour cette série. Bon, après, il y en a eu d'autres qui ont mieux marché, peut-être en termes de symboles, mais en tout cas, ça donne un peu un sang frais, quoi. Il y a Dead Squirrel 92 110 qui dit qu'il faut soutenir la RATP aussi. Mais vous, du coup, vous soutenez la RATP si les salariés de la RATP vous disent on a fait tant de jours, machin, c'est typiquement... vous servez à ça, non ?
En fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que cette caisse de grève, elle est interpro, c'est-à-dire que tu travailles chez McDo, que tu travailles à la RATP, que tu travailles dans quelque secteur que ce soit, à partir du moment où il y a les fonds, nous, on aide tous ceux que l'on peut, quel que soit le secteur. Donc, on n'est vraiment pas enfermé dans une logique ni de chapelle, ni de boutique syndicale, ni de corporatisme, j'allais dire, sur un secteur ou un métier. Donc, c'est vraiment une caisse pour tout le monde. Le tout étant évidemment que la solidarité des gens permette de les aider en ayant des sommes suffisamment importantes pour pouvoir aider un maximum de salariés en grève. Ah oui, alors monsieur Mathieu Triclot, il me semble, hein, M. Triclot, ça doit être Mathieu Triclot, j'imagine, qui dit avant de discuter affiche là-haut, hein, est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer comment on fait le choix d'aider telle ou telle lutte? Il doit y avoir quand même quelques critères, quels sont-ils? Alors en fait, pour les luttes, nous, la caisse de grève, elle a cette particularité que sa fonction principale, c'est d'aider des travailleurs en lutte quand il s'agit d'un sujet commun à tout le monde. C'est-à-dire que, exemple, là, on a un sujet d'actualité qui touche la retraite. Il y a des salariés de la SNCF ou des cheminots ou des électriciens gaziers ou des salariés peu importe où qui vont se mettre en grève des fois pour des revendications internes, mais surtout par rapport au sujet de la retraite. Donc, comme on considère que c'est un combat porté par tout le monde, c'est dans ce cadre-là que la caisse de grève vient les aider. Si c'était une lutte interne à l'entreprise, la caisse de grève n'aiderait pas pour une simple et bonne raison, c'est qu'on n'a pas assez de fonds. Hein. C'est pas une obstruction politique de notre part, c'est juste qu'on n'a pas assez de fonds. Et donc, en fait, c'est pour ça que quand quelqu'un du stream donne à ce pot commun ou à cette caisse de grève, en fait, c'est quelque part, il s'y retrouve aussi dans le combat que lui mène parce que c'est un sujet commun et transversal à tout le monde. Donc il y a Leïna qui nous dit, là moi je suis effectivement dans une petite entreprise, moins de 30 personnes, on est 4 à faire grève, mais mes collègues ne peuvent pas faire grève plus longtemps à cause de la perte de salaire. Dans quelle mesure vous pouvez remplir cette différence? Vous regardez les salaires qu'ont déjà les gens? Vous avez un truc un peu forfaitaire? Comment ça se passe? En fonction du nombre de gens et du nombre de jours de grève, il y a un truc forfaitaire ou voilà, combien l'argent? Combien? En fait, c'est assez simple. C'est que nous, en fonction du nombre de salariés et du nombre de jours de grève qui ont été faits, on évalue un don parce qu'on regarde évidemment le nombre de demandes qu'on reçoit aussi. Hein, on est obligé de regarder tous ces paramètres. Et donc, on attribue une somme. Mais alors, il faut être clair entre nous. Les sommes qu'on donne n'équivalent pas à la perte de salaire complète qu'un salarié peut avoir dans le cadre d'une perte de jours de grève. Il faut être franc entre nous. En gros, les indemnisations, ça dépend des cas aussi parce que des fois vous pouvez avoir des petites entreprises qui peuvent demander de l'aide et des fois des bastions comme les cheminots qui peuvent être plusieurs centaines voire plusieurs milliers et pour les aider c'est pas du tout les mêmes sommes qui sont en jeu. Donc en gros pour que les copains qui nous écoutent sachent, on est sur une indemnisation en moyenne j'allais dire entre 10 et 30 ou 40 euros par jour selon les cas de figure, selon la moyenne des salaires pratiqués dans l'entreprise. C'est pour ça, en fait, pour répondre à cette question assez simplement, on demande à chaque fois que les collègues veulent faire appel à la caisse de grève de remplir un dossier, de signer la charte, parce qu'il y a un certain nombre d'engagements, il n'y en a pas 36 000, mais il y en a quand même quelques-uns à respecter. Et donc, c'est en fonction de ce dossier rempli que ça nous permet d'évaluer justement le don. Et donc, après, les co-gestionnaires de la caisse, donc les autres camarades avec qui on bosse sur cette caisse de grève, on valide un montant qui est défini ensemble et c'est aux grévistes de discuter ensemble pour savoir comment ils répartissent la somme qu'ils auront perçue de cette caisse de grève. Alors il y a évidemment encore des questions dans le chat. Comment l'argent est reversé d'ailleurs, je n'ai pas compris. Est-ce, donc ça c'est Manga TD qui nous demande ça, est-ce au niveau syndical, est-ce intersyndical? Alors ça on a un peu répondu, parce que c'est non seulement intersyndical, c'est-à-dire n'importe quel syndicat, il n'y a pas d'appartenance syndicale qui est demandée pour recevoir cette aide à la grève. Mais par contre, concrètement, c'est vous vous avez un compte affecté à cette caisse de grève hein, dans une banque, et vous le virez à qui pour aider par exemple un groupe de salariés qui n'est pas syndiqué? Vous le virez comment, par un au salarié? Vous envoyez ça sur un compte de quoi concrètement? Alors concrètement, j'ai horreur de quand les journalistes ils disent concrètement, monsieur Altman. Ouais, concrètement, ça veut dire qu'en fait, les collègues, soit, en fait, il y a plusieurs cas de figure. Soit dans leur entreprise, ils ont un ou des syndicats. À ce moment-là, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on détermine, on verse l'argent
aux syndicats qui sont dans la lutte. Attention, hein, on verse pas aux syndicats qui font pas grève. Hein. Je vais pas donner de nom ici, mais clairement en France, en ce moment, il y en a qui sont malheureusement pas en grève, qui voire même s'opposent à la grève, ce qui est assez étonnant pour un syndicat. Mais bref, nous on verse aux syndicats qui sont en grève et qui c'est à eux ou à lui, ça dépend s'il y en a un ou plusieurs, de après organiser l'assemblée générale qui déterminera comment les sous vont être répartis. Ça, c'est le premier cas de figure. L'autre cas de figure, quand il n'y a pas de syndicat, alors des fois, il n'y a même pas de syndicat, mais il y a par contre des collectifs de grève ou des comités de grève, et on verse aussi à ce type de structure, souvent ça peut être des associations, ça existe des fois, ou enfin, dernier cas de figure, il n'y a pas de syndicat du tout, et là, on verse directement aux salariés sur justificatif. Ça, c'est moins courant, on va dire, mais ça existe aussi. Et c'est via un compte aux îles Caïmans, c'est ça? Forcément, mais c'est pas trop notre genre, donc comme tout est transparent, on peut pas trop trafiquer, et fort heureusement d'ailleurs. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions dans le chat? Alors bon, après ça, ils font des blagues sur la CFDT, hein, là fatalement. Il est vrai que d'ailleurs, on les comprendre. Il y a des gens de la CFDT qui ont fait grève hier. C'est Laurent Berger qui veut pas faire grève, mais les gens, eux, il y en a qui ont suivi le mouvement. Ça reste à la marge, on va pas se le cacher entre nous. Ceci étant, c'est très bien que des adhérents ou des militants CFDT n'écoutent pas leur chef, comme d'ailleurs moi-même je n'écoute pas mon chef. Donc je ne peux que les encourager à aller dans ce sens-là. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Sur le site de la Caisse de grève, il y a un rapport qui date de 2017 et rien depuis. Pourquoi? Répondez. Alors, rien de plus, parce qu'en fait, le dernier mouvement interpro qu'on a fait, c'était la loi travail. Celui de l'année dernière était uniquement destiné à des luttes d'entreprise, notamment des cheminots. On avait aidé beaucoup d'ailleurs des postiers aussi, qui étaient notamment du 92, qui étaient en grève reconductible. Une grosse grève vraiment exemplaire de plus d'1 an, donc comme quoi c'était assez important. Et donc, on est en train de construire un site justement internet de la Caisse de grève où tous les éléments seront affichés. Mais là, pour l'instant, et pour d'ailleurs ce mouvement, on mettra tout sur notre page parce que on n'a pas pu matériellement le faire. On pensait pas que ça allait partir aussi vite ce 5 décembre. Bon, on a par exemple, puis il y a des mouvements de grève. Ah oui, non, c'est vrai. Faut que ce soit interpro et que ça ait une visée un petit peu nationale, quoi. Comme faut que ça s'inscrive dans ce cadre-là. Hein. On reste là-dessus parce que je pensais aux salariés, par exemple. Il y a eu de belles grèves et des grèves gagnantes et des grèves longues et des grèves épuisantes. Je pensais tout à l'heure au McDo, mais je pensais aussi aux hôtels Ibis. Voilà, des salariés. On a aidé aussi, ouais. Vous les avez aidés, même si c'était pas une grande. L'année dernière. C'était l'année dernière parce qu'en fait l'année dernière quand on a collecté des sous pour notamment les cheminots ou les postiers ou d'autres secteurs, c'était des grèves sectorielles qui étaient en fait qui s'inscrivaient dans une déréglementation générale de plusieurs métiers, et donc c'est pour ça qu'il y avait eu une ligne spéciale mais qui a été utilisée depuis. Malheureusement les sous ont été donnés, enfin tant mieux, mais en tout cas aujourd'hui il n'y a plus dans cette ligne-là de moyens pour financer d'autres conflits que j'appellerais locaux ou sectoriels. D'accord. Bon, je pense qu'on a un petit peu fait le tour. Il y a une question un peu malicieuse dans le chat, parce que le MEDEF est un syndicat de patrons, mais on peut penser aussi à la FNSEA, qui elle a plutôt l'habitude de négocier de son côté avec le gouvernement et d'avoir son propre agenda, donc niveau interpro, c'est pas toujours ouf, la FNSEA. Mais si par exemple Alliance vient vous demander du pognon, donc Alliance syndicat de police, majoritairement marqué à droite, comment vous faites? Qu'ils allaient se faire foutre, je crois. Voilà, donc ça c'est assez clair. On a et là on a la transition qui est toute trouvée. Vous êtes illustré il y a quelques années avec avec ces affiches que je vais montrer à l'écran. Alors ça, voilà, c'était celle-là. Je crois, c'était quand? C'était la loi travail, ça? Stop à la violence, cette fameuse affiche. Alors il y en a une sur Stop à la violence, c'était la loi travail, 2016. Vous alertiez déjà avec le savoir-faire qui était le vôtre en matière de communication et de création d'affiches. Vous alertiez déjà sur un niveau de violence qui pour vous avait dépassé ce à quoi on était habitué, quoi. Et on a passé les 28 000. Tiens, merci aux gens. Alors moi chez moi là on est à 28 150, 155 même. Donc vous pouvez nous garantir que rien n'ira à des policiers d'extrême droite mis à pied. Voilà. Certainement pas. Non. Donc la police doit protéger les citoyens et non les frapper. Stop à la violence. Et cette affiche avait beaucoup fait parler. J'ai devant moi un article de Libération.
qui dit « Un syndicat de la Confédération a publié sur son site internet un visuel explicite sur les violences des forces de l'ordre. La démarche dénoncée par le ministre de l'Intérieur, de l'époque c'était qui? C'était... merde, c'était qui? Cazeneuve, voilà, est défendu par les CGTistes réunis actuellement en congrès à Marseille. Alors, vous avez été les enfants terribles, mais là, les copains des autres... J'ai les copains, il y en a qui dans le chat qui soulignaient qu'on euphémisait, on disait les copains pour pas dire camarades. Allez, on va dire les camarades. Les camarades des autres sections CGT, ils ont... Comment ils l'ont reçu? Ils ont fait, oh là là, ils abusent, on va encore se faire engueuler. Disons que ça a été un soutien quand même majoritaire, largement. Mais par contre, il est vrai que ça a bousculé aussi, parce que cette affiche, si tu veux, elle a illustré un certain... elle a mis fin à un certain ronronnement dans la CGT, et Infocom est apparu d'autant plus en décalage sur le fait qu'il fallait commencer un peu à renouveler nos codes, et surtout en termes de com, je crois qu'on ne peut faire que des progrès. Donc cette affiche, si tu veux, elle avait un peu décapé tout le monde, mais ceci étant, sur le message envoyé, c'est ça qui est important. C'est pas que simplement d'avoir été précurseur, c'était de dire qu'il y avait un virage dans le maintien de l'ordre en France, qui en fait se rapproche de pratiques de la police, comme des fois on peut le contester, comme aux États-Unis par exemple, où maintenant il n'y avait plus d'état d'âme à frapper, y compris des manifestants pacifiques. Et alors il y en a qui demandent des précisions dans le chat sur Vigie et la CGT Police, et on en est où de ça? Parce que la CGT, il y avait Langlois, comment il s'appelait? Alexandre Langlois. Alexandre Langlois. Pour répondre à tous ces camarades, comme tu dis, la CGT a fait le nettoyage aussi dans ses rangs, et Langlois donc n'est plus à la CGT, Vigie n'est pas de la CGT, voilà. Je crois qu'il n'y a rien d'autre à dire. Il n'y a plus de CGT Police? Il n'y a pas de CGT Police? Si, il y en a qui sont très bien d'ailleurs, enfin, ils sont malheureusement pas très nombreux, mais il y a des policiers un peu encore des fois CGT, mais qui sont certainement pas sur les conceptions qu'on a pu écouter, voir ou entendre de Langlois ou de Vigie, ou encore moins d'Alliance, comme ça arrive trop souvent malheureusement sur les plateaux télé ou sur les interviews quand on les entend. Alors ça avait été très compliqué, moi je me souviens, donc j'avais aussi un peu suivi le destin de cette affiche scandaleuse à l'époque, où il y a beaucoup de gens qui faisaient évidemment la confusion entre ils disaient c'est une affiche de la CGT sans préciser que c'était la Confédération, que c'était la section CGT Infocom en particulier. Et puis à ce moment-là, en fait, finalement, au fur et à mesure, à force de devoir faire ce petit éclaircissement, il y a des gens qui ont entendu parler de la CGT Infocom. Vous avez dû faire à ce moment-là, bon ça va que c'est votre cœur de métier, mais vous avez dû faire un petit peu à ce moment-là, gérer un peu un événement, enfin comment dirais-je, faire du damage control avec la presse, non? Au minimum ça, et pour tout te dire, on s'y attendait pas du tout, parce que je pense qu'il y a eu un coup politique autour de cette affiche, parce qu'il faut savoir que cette affiche a été, enfin la polémique, elle est venue du ministre de l'Intérieur, et c'était en plein congrès de la CGT. Alors si tu veux, nous des affiches un peu à sensation, on en diffusait déjà, on avait déjà d'ailleurs brocardé Macron en wanted, enfin qui marche très bien d'ailleurs aussi. Et cette affiche a été, je pense, plus l'occasion pour Cazeneuve d'essayer de mettre un coup en plein congrès à la CGT qu'autre chose. Et depuis, par contre, on en a eu une autre, où on a un autre ministre qui s'appelle, qui est malheureusement encore en place, lui, mais j'espère qu'il va pas tarder à jarquer, qui est donc Castaner, qui lui a porté plainte carrément, parce que Cazeneuve n'avait pas osé le faire quand même, mais Castaner a porté plainte contre une autre affiche qui dénonçait ce qui s'était passé pour les jeunes de Mantes-la-Jolie, avec ces scènes humiliantes que tout le monde, je pense, a vues. Voilà. Et là, je la montre, l'affiche, touchez pas à nos enfants. C'est quand même, ils avaient pas des nounours, c'était des lycéens. Oui, ça après, c'est tous les codes qu'on utilise pour la communication, mais c'était le symbole, en tout cas, des jeunes qu'on matraquait. Oui, non, mais bien sûr, non, mais évidemment, on va dire, c'est hyperbolique. Enfin, c'est pour choquer les esprits. Mais est-ce que c'est le rôle de la CGT Infocom de finalement faire une com qui va être attribuée a posteriori à la CGT en général? Écoute, la CGT n'a qu'à mieux communiquer si elle pense qu'elle peut le faire. Nous, on joue notre rôle. Voilà, on est un syndicat un peu particulier parce qu'on est brassé historiquement par ce qu'on appelle l'anarcho-syndicalisme, et on en est fier et on y tient. Et surtout dans la CGT, c'est ça qui est bien, c'est que chaque structure est autonome et on n'a pas de chef au-dessus de nous. Et contrairement à d'autres grandes centrales que je pourrais citer comme la CFDT, on est autonome et libre de nos choix et de nos communications. C'est important de le dire parce que à l'heure d'une centralisation des fois des syndicats,
c'est bien de garder son autonomie malgré tout. Et oui, l'anarcho-syndicalisme. Bon, on pourrait aussi développer une demi-heure sur l'anarcho-syndicalisme, mais on est déjà sur la caisse de grève et sur la CGT Infocom depuis 35 minutes, mais j'espère au moins que tout le monde y voit un petit peu plus clair. On va faire une petite pause et on va rester sur le sujet des violences policières, même si je n'aime pas le terme de violence policière. Ça sous-entendrait que les policiers sont parfois violents. Mais on va se regarder une petite vidéo qui a été produite, qui est sortie il y a 2-3 semaines, qui est le fruit de longs mois de travail et d'observation de la part, alors tout le monde connaît David Dufresne, mais c'est pas le seul à tenir un compte et à regarder un petit peu ce qui se passe au niveau des pratiques du maintien de l'ordre. On va regarder une vidéo produite par Amnesty International sur l'état de la répression en France. La vidéo dure 8 minutes, on se retrouve juste après pour en discuter. Ceux qui sont du coup avec moi en audio peuvent tout à fait lancer le son du stream pour avoir du coup le son de la vidéo, sinon ils n'entendront pas. Mais comme ça on peut en parler. Attendez, attendez, je l'ai mise là. Oui c'est ça, voilà, je vais la mettre comme ça. Voilà, comme ça, hop, moi je l'entendrai aussi, sinon j'allais pas l'entendre. Et on se retrouve juste après. Ce qui se passe en France depuis un an, c'est que toutes les semaines, on assiste à des manifestations où on constate des scènes de violence, des cas d'usage illégal de la force par les forces de l'ordre, au point qu'on se questionne sur de potentielles entraves au droit de manifester. Le droit de manifester, c'est une liberté fondamentale. Donc on est extrêmement inquiet de cette situation. Je suis Anne-Sophie Saint-Père, je suis chargée de plaidoyer liberté à Amnesty International France et je travaille sur le droit de manifester un peu partout dans le monde. On suit les mouvements qui se déroulent au Chili, au Hong Kong, en Irak, mais également en France. Le mandat d'Amnesty International, c'est de défendre le droit de manifester, le droit à la liberté de réunion pacifique dans tous les contextes. Dès la loi travail, on a mené des observations et on a constaté qu'il y avait une augmentation de l'usage de la force. On a documenté des cas dans lesquels des journalistes ont été pris à partie. On a eu un cas d'un syndicaliste qui a perdu l'usage d'un œil suite à un tir de grenade. Donc ça remonte à quelques années, cet usage de la force. Depuis un an, on a des niveaux de violence et des niveaux de gravité de blessures qui sont tout à fait inédits. Cette évolution dans le cadre des manifestations en France a largement commencé avec le mouvement des Gilets jaunes, mais aujourd'hui il faut constater que les pratiques policières se diffusent dans toute une série d'autres mouvements. On peut penser à la manifestation du 1er mai, à la marche pour le climat, au mouvement des pompiers. Et ces pratiques, ce sont une utilisation massive des gaz lacrymogènes, des NAS qui empêchent des dizaines, voire des centaines de personnes de circuler pendant plusieurs heures, l'utilisation de LBD 40, qui sont des armes extrêmement dangereuses, le matraquage de certains manifestants. La France a adopté des législations de plus en plus restrictives également sur le droit de manifester. Donc en avril 2019, il y a eu une nouvelle loi dite anti-casseurs qui comprenait une interdiction de se dissimuler le visage qui aujourd'hui est beaucoup trop générale pour être en conformité avec le droit international. On peut aussi considérer qu'il s'agit d'une volonté d'avoir une répression judiciaire plus forte dans le cadre des manifestations. On peut s'interroger sur à quel point ce type de législation peut constituer une entrave au droit de manifester. Une caractéristique effectivement des manifestations depuis un an, c'est le recours de plus en plus massif à des fouilles, des interpellations, des gardes à vue, voire des poursuites à l'encontre de manifestants, et y compris très en amont de la manifestation. On est un peu inquiet du fait que des journalistes de terrain qui couvrent particulièrement les mouvements sociaux semblent être aujourd'hui visés par les forces de l'ordre, dans le sens où ils sont très rapidement interpellés quand ils sont en manifestation. On a eu aussi des témoignages de secouristes qui se sont vus confisquer leur matériel de protection, des casques, des masques, et c'est un matériel qui est absolument indispensable s'ils veulent intervenir en manifestation quand l'air est saturé de gaz lacrymogène.
Évidemment, il y a eu de la violence de la part de certains manifestants. C'est absolument pas un phénomène qui est nouveau, hein, c'est-à-dire qu'il y a 50 ans, les étudiants jetaient des pavés sur les CRS, les manifestations d'ouvriers ou de marins-pêcheurs dans les années 80-90 étaient aussi extrêmement violentes. C'est pas non plus un phénomène qui est spécifique à la France. Les tactiques de Black Bloc viennent largement d'Allemagne. Au Royaume-Uni, la police britannique a dû faire face à des scènes d'émeutes sur Trafalgar Square qui étaient absolument dévastées. Donc c'est pas un problème français, c'est pas un problème nouveau. Ce qui est nouveau, c'est que dans la manière de le gérer, on en arrive à mutiler des personnes. Le recours par les forces de l'ordre aux lanceurs de balles de défense est fortement critiqué et ce rapport ne va rien arranger. L'étude se focalise sur les blessés oculaires par tir de LBD et montre qu'avant la crise des Gilets jaunes, ils étaient extrêmement rares. C'est leur utilisation massive dès les premiers affrontements entre Gilets jaunes et forces de l'ordre l'année dernière qui fait exploser les chiffres. 25 blessés oculaires en 2018, 15 en 2019. Il faut dire qu'il n'y a pas de police idéale ou de police parfaite. Par contre, il y a tout un ensemble de bonnes pratiques qui permettent un meilleur respect des droits humains. C'est ce qui va dans le sens de toutes les réflexions menées en Europe aujourd'hui par différentes polices européennes. L'exemple de la Belgique, où on est sur une gestion concertée de l'espace public. Une gestion concertée de l'espace public, ça veut dire qu'il y a une réelle discussion, un échange d'informations avec les manifestants et que tout est mis en œuvre pour que les manifestations puissent se dérouler dans de bonnes conditions. Au Royaume-Uni également, il y a de bonnes pratiques, donc la présence par exemple d'unités de dialogue dans les manifestations. Ce sont des policiers qui ne sont pas équipés, armés, mais qui sont dans la foule pour discuter avec les manifestants, pour comprendre ce qu'ils veulent, ce qu'ils sont en train de faire. L'objectif, c'est d'éviter au maximum le recours à la force pour permettre l'exercice du droit de manifester. En Allemagne, le mot-clé, c'est désescalade. Au milieu du cortège, il y a même des unités anti-conflit, formées à la psychologie, chargées d'encourager le dialogue. Évidemment, la première recommandation d'Amnesty International, c'est de n'utiliser la force que dans le cadre légal, proportionné et nécessaire. Légal, ça veut dire qu'il doit être prévu par la loi pour un motif légitime. Nécessaire, ça veut dire qu'on ne peut utiliser la force qu'en dernier recours. Et proportionné, c'est-à-dire qu'il faut peser avant chaque intervention l'équilibre entre l'avantage obtenu par l'intervention et les risques qu'elle peut poser. Et dans un cadre de manifestation, c'est particulièrement important et particulièrement sensible parce que parfois, on peut choisir de ne pas intervenir pour éviter de faire monter les tensions. Ce que la gendarmerie suisse va appeler le principe d'opportunité. Qui peut consister à laisser passer des dégradations mineures pour permettre à la majorité des manifestants pacifiques de manifester comme ils l'avaient prévu. Aujourd'hui, ça fait 1 an que les Français voient toutes les semaines des images de manifestations violentes. On peut considérer qu'il y a un problème dans la gestion des manifestations en France. On appelle le ministère de l'Intérieur, on appelle le gouvernement à s'emparer de cette question et à avoir réellement une approche critique qui mette l'accent sur la protection du droit de manifester. Effectivement, ce qu'on craint, c'est que de plus en plus de personnes hésitent à aller manifester, ce qui est compréhensible. On peut avoir envie d'aller manifester et y renoncer parce qu'on n'a pas envie de s'exposer ou d'exposer son enfant à des gaz lacrymogènes ou pire, à un tir de LBD qui pourrait nous éborgner. Et en cela, on craint qu'il y ait une entrave très grave au droit de manifester pacifiquement. La réforme du maintien de l'ordre en France est absolument nécessaire, mais elle ne pourra fonctionner que si elle est faite avec une réelle volonté d'autocritique, en impliquant différentes parties prenantes, y compris les organisations de défense des droits humains, et s'il s'agit réellement de vouloir changer les pratiques, c'est-à-dire plus forcément de vouloir contrôler à tout prix les manifestants et de mettre la priorité sur ce qui relève du maintien de l'ordre, mais également de s'interroger sur comment faciliter et permettre l'exercice du droit de manifester. Pour nous, peu importe les revendications des gens, il faut que les personnes puissent continuer à aller manifester. C'est un droit qui est essentiel au bon fonctionnement des sociétés. Ça a permis de renforcer les droits humains dans de nombreux cas. Ça a permis de s'opposer à des régimes autoritaires, de lutter contre des guerres. Donc il est essentiel que le droit de manifester soit préservé. Il s'agit de soutenir l'exercice d'un droit sur lequel la France s'est engagée par la signature et la ratification de nombreuses conventions. Voilà, évidemment, je ne saurais que trop vous conseiller même de jeter un œil aux autres vidéos disponibles sur le compte YouTube d'Amnesty France. Il y a souvent des choses intéressantes.
Et en plus, les vidéos sont bien faites. Rétrospective de 2019, les droits de l'enfant, voilà, il y a Nota Bene, bon, on a aussi collaboré avec eux de temps en temps, et peut-être qu'un jour, on pourrait imaginer faire un live, peut-être dans les jours à venir, ou même ailleurs sur Twitch, avec des gens d'Amnesty International, parce que là, je voyais qu'il y avait des trucs qui revenaient dans le chat, oui, ça je suis pas d'accord, oui, Amnesty, le G20, machin, tout ça. Ce serait mieux d'en parler avec quelqu'un d'Amnesty pour qu'ils puissent nous éclairer sur leur point de vue et leur manière de travailler, qui est pas toujours très connue. Je me souviens d'un moment assez exceptionnel sur un plateau de BFM TV où il y avait une représentante d'Amnesty International. C'était le dimanche, le samedi ou le vendredi, je sais plus, de l'anniversaire des Gilets jaunes, qui avait été relativement chaud. Et donc la meuf d'Amnesty disait oui, en plus nous on se fait taper dessus en manif alors qu'on vient observer les violences policières, on est des observateurs juste. Et la présentatrice lui avait répondu et vous n'observez pas les violences des casseurs ? Ce qui était quand même la réponse la plus con, parce que c'est évidemment pas le but d'Amnesty, qui est là pour plutôt lutter pour les droits humains, machin, pas pour faire des critiques des mouvements sociaux et de leur mode d'action. Tu vois, c'est pas du tout le propos. On a dépassé les 28 542 €. On revient avec toi, donc je suis toujours avec la petite équipe de Radio Parleur, Violette, Étienne et Sophie, et évidemment encore avec Romain Altman. On parlait juste avant des affiches de la CGT Infocom. Où qu'elles sont, voilà, mettons celle-là par exemple, mais surtout celle-là qui avait fait beaucoup parler. Ça commençait en 2000, pour vous en 2016, il y a eu vraiment un changement, vous avez décidé de faire ça à partir de 2016, le mouvement contre la loi travail, il y a eu pour vous un changement de doctrine, un changement d'esprit dans la manière dont on maintenait l'ordre dans le cas de conflit social? Ah bah clairement, ouais, tu as eu une attitude de la police qui avait complètement changé et dont un des faits qui était visible par tout le monde, c'est qu'ils venaient au contact. C'est-à-dire que pour ceux qui ont fait des manifs à l'époque, il y avait évidemment souvent les forces de l'ordre qui étaient dans les rues adjacentes, mais plus loin. Et là, on avait une espèce d'oppression. On a d'ailleurs toujours cette oppression policière. Et forcément, quand tu te rapproches des cordons de manifestants, tu favorises un climat de tension parce qu'en plus, avec quelques provocations comme ils savent le faire, ça peut effectivement vite dégénérer. On va passer aussi à l'équipe de Radio Parleur, parce qu'en fait, on aimerait bien, vous, à la CGT, Infocom, moi, qui traite aussi du mouvement social, et Radio Parleur, qui traite aussi beaucoup du mouvement social et des luttes, on aimerait bien ne parler que des salariés, des lois, du gouvernement, machin, et on se retrouve maintenant à devoir avoir un propos sur la police, parce que maintenant, on ne comprend plus dans ce pays, on n'arrive plus à gérer un mouvement social sans... les gouvernants n'arrivent plus à gérer un mouvement social sans intensifier la répression policière et user de la violence qu'on dit légitime, mais en dehors parfois des lois, des règles, et s'en affranchir volontiers. C'est quelque chose que vous avez documenté à Radio Parleur ? Oui, on l'a fait plus que le documenter, puisqu'on vient de sortir un documentaire sur le sujet de l'effet produit par les blessures des armes du maintien de l'ordre. Bon, après, il y a les armes et puis il y a ceux et celles qui les tiennent, puisque ça fait partie un peu d'un volet critique des médias, mais quand on parle des armes de la police, c'est comme si ces armes tiraient un peu toutes seules. Ce sont des LBD qui ont éborgné des gens. Bon, les LBD, ils ne se tirent pas tout seuls, jusqu'à preuve du contraire. Et le nombre d'affaires judiciaires pour des violences policières sont quand même quantité négligeable par rapport aux cas signalés. Savoir en termes de chiffres, les derniers chiffres transmis par l'IGPN, qui d'ailleurs a refusé toutes les demandes d'interview de Radio Parleur, mais pas seulement Radio Parleur. Ce qui me fait plaisir, c'est qu'ils ont aussi refusé France 2, donc du coup, il n'y a pas que nous. Mais quand même, ça en dit long aussi sur l'état de rapport à la presse. Eh bien, ils ont signalé 313 enquêtes internes, dont les 2 tiers ont été transmis directement à la justice pour qu'elle s'en saisisse. Comme s'il n'y avait eu que 313 affaires de violences policières depuis le début du mouvement des Gilets jaunes. Je ne sais pas vous, mais ce chiffre a l'air quand même largement sous-dimensionné. Et ça vous donne une petite idée, en fait, de 2 choses. D'un, il y a un déni extrêmement fort et brutal dans les institutions des violences commises par les policiers. Et de 2, il y a un certain nombre de contre-ordres qui ne sont pas donnés par la hiérarchie. Non, on n'a pas de preuve directe qu'il y a des ordres donnés pour grenader, éborgner, etc. À aucun moment,
On n'a connaissance d'un tel ordre qui aurait pu être donné à n'importe quelle équipe de police, CRS ou BAC sur le terrain. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'il y a des contre-ordres qui ne sont pas donnés. Et que quand les policiers ont des gestes qui sont pas des gestes de maintien de l'ordre, mais qui sont des gestes de terreur, qui vous visent, parce qu'un LBD 40, c'est-à-dire un lanceur de balles de défense, ça vous vise de manière discriminée, ça vous vise vous, ça vise pas une foule. Hein, c'est pas comme les lacrymos, ça touche un peu tout le monde, et puis voilà. Là, ça vous vise vous, le LBD. Et donc, quand des gestes comme ça sont commis par des policiers, ils ne sont jamais ou très rarement sanctionnés. Voilà, c'est ça qu'il faut dire aussi. Donc, il y a une sorte d'omerta aussi au sein même de la police sur ces gestes-là. Je vous invite à aller lire un article du Monde qui a été publié il y a quelques semaines. Il y a des témoignages de policiers, notamment une policière qui dit j'étais en maintien de l'ordre, j'ai visé la tête et je sais même pas pourquoi. Voilà. Je crois que je l'avais vu ça, oui, c'est assez terrifiant. Et puis donc des punitions qui tombent pas, et puis des choix politiques. On a beaucoup commenté. Vous avez tous vu le préfet l'allemand, hein, le nouveau préfet de Paris, enfin le nouveau depuis quelques mois déjà, préfet de Paris, qui avait été choisi spécialement parce que, alors il n'y a même pas besoin de lui donner des ordres. Il était le préfet le plus, on va dire violent, hardcore. Enfin, il était à Bordeaux avant et il avait une réputation de fermeté, dirons-nous. Et on le voit aujourd'hui. Ne serait-ce que choisir lui plutôt que quelqu'un d'autre, en effet, rien que ça, c'est un choix politique. Il n'y a pas besoin de dire à l'allemand sois plus brutal que les autres. Il suffit de prendre l'allemand, qui est déjà plus brutal que les autres, et de le nommer à Paris. C'est un peu ça l'idée, quoi. C'est même complètement ça l'idée. Et si tu regardes bien, Didier Lallemand, il est nommé à la suite d'un autre préfet dont le nom m'échappe. Michel Delpech. C'est Michel Delpech, voilà, merci, qui est nommé à Paris, au moment où il donne ordre à ses hommes de ne pas utiliser trop de LBD. Et il est limogé instantanément. Et il est remplacé par Didier Lallemand, qui est une espèce de tige psychorigide qui a pour habitude d'avoir la main lourde sur la répression et qui n'a pas du tout la réputation de discuter d'abord. Et d'abord, il réprime et ensuite, peut-être éventuellement, il vous dit qu'il n'est pas dans le même camp que vous, quoi. C'est à peu près ça. C'est ça, Didier Lallemand qui était à Bordeaux au début des Gilets jaunes. Et on peut se souvenir aussi des quelques premières manifestations des Gilets jaunes à Bordeaux où on a pu voir dès ces premières manifestations 2 personnes qui ont perdu leurs mains. On peut se souvenir d'Antoine Boudinet qui maintenant lutte au sein d'un collectif qui s'appelle Des âmes monlais et aussi au sein d'un collectif des mutilés pour l'exemple. Voilà, des personnes qui ont été gravement atteintes dans leur intégrité physique par des consignes de maintien de l'ordre à Bordeaux. Donc dans le chat, je vois évidemment des réactions diverses qui vont du ACAB au Vive la police. Sujet évidemment clivant, comme s'il y avait d'un côté ou de l'autre, on était pro-police ou anti-police. On peut avoir une critique raisonnable de la manière dont on assure le maintien de l'ordre dans ce pays sans être anti-police absolue. Enfin, c'est difficile de garder cette ligne de... ne faisons pas systématiquement et comme je le disais un peu plus tôt, en fait on aimerait ne pas avoir à parler de la police et ne parler que du mouvement social, mais ils se sont dramatiquement invités dans le sujet et ils s'y invitent à chaque fois. Violette, t'as fait marquer les chairs et les esprits, donc là je montre la partie 1 qui est trouvable en page 2 quand on regarde tout ce que vous avez fait sur Radio Parleur. Ça te paraissait utile pour le mouvement social de faire vivre cette critique-là et ces paroles de mutilés? C'est plus qu'utile parce que les mutilés, ils disent « Nous, on a été blessés pour que tout le monde soit terrorisé. En blesser un pour en terroriser 1000 autres. » Et c'est vrai que quand vous voyez aujourd'hui les manifestations, il n'y a plus de famille, il n'y a plus d'enfants, il n'y a plus de poussettes. C'est fini ça. C'est quasiment fini. Là, la manif des retraites de jeudi dernier, il y avait quelques familles et c'était nouveau. Mais tu passais tout à l'heure cette vidéo d'Amnesty dans le documentaire qu'on a publié. Il y a un extrait, enfin plusieurs extraits même d'ailleurs dans la deuxième partie d'une interview avec Nicolas Crameyer qui est aussi qui travaille aussi à Amnesty International et qui dit ça très bien. Il dit mais c'est devenu trop dangereux les manifs. Trop dangereux parce que la répression, parce que les armes utilisées sont beaucoup trop dangereuses. Vous imaginez un palais de lacrymo qui tombe dans une poussette? C'est inimaginable en fait l'effet que ça peut avoir. Ça peut intoxiquer gravement. C'est des armes qui sont considérées comme sub ou moins létales, mais ce sont des armes qui, si elles atterrissent sur le crâne d'un enfant, c'est terminé en fait. Et à quelques millimètres près, vous pouvez être mutilé à vie. Donc
la dangerosité des manifs, elle est là. Il y a aussi des agressions de la part de certains corps de police, pas tous. D'ailleurs, c'est marrant, hein, parce que quand on discute un peu en off avec des gens qui connaissent un peu la police de l'intérieur, on a fait une émission mardi dernier avec Christian Moina, qui est un spécialiste de la police, et il nous disait ça un peu, hein, c'est entre les gendarmes et les policiers, ça se tire à la bourre, les uns disant que les autres sont violents, etc. Donc, comment parler de répression, comment parler de maintien de l'ordre, comment parler des forces de police, sans parler de ça, sans parler de cette fonction de police dans la société. Ça, c'est une question qui anime beaucoup les policiers aujourd'hui, mais il y a une omerta terrible, en fait, voilà, une espèce de chape de plomb sur l'institution policière. C'est très dur d'avoir des paroles de policiers, et c'est très dur pour les policiers de parler entre eux de ça. Quand je dis de ça, c'est du contrôle aux faciès, ça va être aussi des missions de maintien de l'ordre sur le terrain, ça va être de comment les baqueux se comportent en maintien de l'ordre. Souvent, ils font un peu n'importe quoi et les autres... Donc les baqueux, c'est la BAC, hein, ceux qui sont censés faire du proactif. Ceux qui font du tape-dessus. Voilà, alors on appelle ça du saut dessus ou du tape dessus, ça dépend des régions. C'est vraiment des unités d'interpel, quoi. Après, il y a les CSI, les compagnies. Puis il est marrant de noter que la BAC, c'est les brigades, à la base, c'est les brigades anti-criminalité. C'est pas des gens qui sont formés pour le mouvement social, quoi. Ils sont devenus un outil du dispositif maintenant pour gérer le mouvement social. Est-ce que la CGT, vous avez, parce que bon, toi, tu as une connaissance. Romain, de l'histoire du mouvement social. La grève a longtemps été une arme privilégiée, et puis au fur et à mesure, précarisation, une moindre syndicalisation des gens. La grève ne devient plus le recours systématique, elle est difficile, elle est pénible, elle est punie par les employeurs du privé. Les syndicalistes sont, j'allais dire, traqués. En tout cas, ils sont pas bien vus par les directions du privé et du public, d'ailleurs, de temps en temps aussi. Et donc du coup la grève a commencé à être moins utilisée, et puis on s'est mis à faire de plus en plus de manifs. L'arme est devenue la manif, et là chez les Gilets jaunes c'est vraiment le summum de cette transformation là, où pour se faire entendre, on va en manif. Mais évidemment les étudiants aussi, depuis quelques années on a en effet fait d'assez formidables manifs. Et là, ça y est, c'est une manière de verrouiller, parce que s'il n'y a plus la manif, parce qu'on peut plus y aller en famille, ou parce que quand on y va, on a peur, et c'est vrai que moi j'y étais hier, et sans doute vous aussi, il y a des moments de tension, il y a des moments d'accélération, de coups de flip, c'est pas pour les cardiaques maintenant les manifs, même si vous êtes tout à fait pacifique, quoi. Donc il reste quoi? On revient à la grève? En tout cas, il faut pas perdre de vue que, si tu veux, la situation s'est considérablement dégradée. Parce que en fait, c'est pas les manifestants qui ont changé. Je veux dire, les manifestants ont toujours viennent faire une démonstration de force dans les rues pour s'exprimer, exprimer leur colère. C'est surtout que on a un appareil d'État qui s'est clairement radicalisé pour le coup, sans faire de mauvais jeu de mots, comme ils aiment utiliser la rhétorique là-dessus sur certains sujets. On a un comportement du pouvoir qui est beaucoup plus répressif qu'avant. Il y a pas, parce que des fois on attribue ça au fait qu'il y aurait des gens beaucoup plus violents qu'avant. En fait, non, c'est des pratiques qui ont changé et qui montrent en tout cas que même cet espace de contestation qu'est la manifestation, tu as raison de le préciser par rapport à une culture importante qu'il faut garder sur le fait de faire de la grève, parce que la grève, c'est pas la même chose que d'être dans les rues, même si depuis 20 ans, effectivement, on voit bien que le curseur se déplace, et j'ai même te dire qu'aujourd'hui, le curseur se déplace encore, puisque quand il n'y a plus de manifestants ou des gens qui ont peur de venir, les combats aujourd'hui sont aussi autres, comme notamment ce nous on a commencé à faire aussi, et des campagnes de l'opinion, des campagnes de communication qui ont aussi leur impact, mais qui remplaceront jamais le pouvoir qu'a une grève de bloquer des secteurs de l'économie, parce que c'est le seul discours, malheureusement, j'allais dire, en tout cas encore aujourd'hui, qui permet à un gouvernement ou à des patrons de t'écouter. C'est pas ton soi-disant dialogue social, de te recevoir poliment autour d'une table, d'écouter ce que tu as à dire pour finalement ne jamais t'écouter, parce que on peut prendre l'exemple d'Édouard Philippe cet après-midi. En quoi Édouard Philippe, sur le discours qu'il a tenu, a retenu ne serait-ce que un message essentiel de ce qu'ont exprimé 1 500 000 personnes hier? Rien, il essaie juste de désamorcer parce qu'ils sentent que c'est gros ce qui est en train de se passer, pour essayer d'appliquer dans le temps leurs réformes, mais en fait, il ne revient pas sur le fond même du fait qu'on va perdre énormément d'argent avec cette réforme.
Et alors là, je vais m'adresser du coup aux gens de Radio Parleur, parce que vous avez suivi de près, alors vous suivez les luttes sociales comme celles voilà, des salariés en lutte ici, là, les ZAD évidemment, mais vous avez été évidemment très attentif à ce qui s'est passé du côté des Gilets jaunes, et j'imagine que vous en avez revu hier dans les cortèges. Est-ce que eux-mêmes sont peut-être plus ouverts qu'ils ne l'étaient hier, à la grève, au soutien des syndicats et des organisations traditionnelles? Est-ce que ça a un peu évolué? Ouais, c'est un peu difficile à dire. Il n'y en avait pas tant que ça à Paris, hein, des Ah mais je gilets vous demande un jaunes. truc au doigt mouillé là, hein, on est d'accord. Ouais, bien sûr, mais trempe-le dans la bière si ça t'amuse, hein, tu fais comme tu le sens. Pour tout te dire, en fait, les gilets jaunes que nous, on connaît, et enfin, en tout cas avec qui on discute, sont des gens qui étaient quand même assez vexés par l'attitude de Philippe Martinez, alias Moustache, qui disait, après 4 mois de mouvement des gilets jaunes, Oh, on apprend à se connaître. Bon, c'est quand même hyper méprisant, et ça, les gilets jaunes, ils l'ont pas oublié. À Marmande, nous, on était cet été vers Bordeaux, là, pas très loin pour un festival. On a discuté pas mal avec des gilets jaunes du coin. Et moi, je me souviens très clairement des discussions que j'ai eues avec eux. Ils m'ont dit, non mais attendez, les syndicats, ils sont bien gentils, mais ils nous pompent l'air. Alors, il y a des mecs de la base, ils sont quand même très bien, ils sont tous très bien. Mais de toute façon, à la tête, c'est comme le président de la République, c'est des pourris. Ça pourrit par la tête. Donc, je suis pas complètement sûre que ça ait vraiment changé jeudi. Tout ce que je peux te dire, c'est que les retraites, c'est le new taxe carburant. Les retraites, ça touche tout le monde. Et que moi, j'ai vu une dame, d'ailleurs, qu'on l'a prise en live hier, dans le live audio, elle nous disait moi, je voulais pas manifester avec les Gilets jaunes, même si ça m'avait galvanisée et tout. J'étais super enthousiaste à l'idée de ce mouvement, je me reconnaissais complètement, mais il y a des trucs que j'entendais, je me sentais pas, quoi. Donc, elle veut dire des propos racistes, sexistes, homophobes, parce qu'elle est prof, donc elle a une certaine culture aussi. Donc, tu vois, là, il y a un petit choc des cultures qui se... Tu vois, il y a un petit... Et c'est vrai que des fois, quand tu es dans les manifs gilets jaunes, les sales putes, sales pédés, tout ça, c'est moyen quand même, quoi. Et il faut le rappeler, ça n'a pas dû aider non plus à faire la jonction. Je vais vous montrer une petite vidéo. Il faut rappeler qu'il y a dans les syndicats, que ce soit à la CGT ou même dans d'autres, à Sud évidemment, une grosse tradition antifasciste qui rend particulièrement vigilants les syndiqués. On va regarder l'accueil qu'a reçu Sébastien Chenu, qui est voilà, du Rassemblement National, quand il est allé faire le malin auprès des grévistes hier, je crois. Voilà, normalement ça va se lancer. C'est nous qui te payons, on veut pas de toi, va-t'en. On veut pas de toi ici. Tu ne mérites pas le drapeau, hein. Tu ne mérites pas. Va avec Marine, va manger du caviar, va te faire plaisir tous les week-ends. On n'est pas là pour les mêmes choses. Dégage. Tu gagnes combien par mois pour oser venir parler avec nous? Regarde ton costard, c'est un mois de salaire. Casse-toi. Il y aura simplement 10 gilets jaunes avec un costume à 1000 € péteux. Je vous salue tout le temps. Vous me saluez quand même de toute façon, parce que vous venez de le dire. Je vous souhaite bon courage parce que je sais qu'on se bat contre le même. C'est un peu dommage. Non, nous on se bat contre vous. On se bat contre vous. On se bat pas contre le même. C'est vous le problème. C'est vous le problème. Tous de la même école. Tous de la même école. Allez, bon courage. Pourriture. Corrompu. Bon courage. Ouais, je pas ton courage. J'étais dans la rue avant que tu sois. Viens manger au chaud. Allez, au revoir. Eh, va manger, là. Eh, bon fondement, bon fondement. Eh, fais-toi écraser au coin de rue. On a gagné, là, non? Voilà, petit extrait savoureux, parce que ça fait toujours plaisir quand ceux qui se prétendent représenter le mieux les classes populaires se font envoyer chier par ces mêmes classes populaires. Après, on aurait pu aussi montrer la même scène avec des responsables de gauche, notamment même avec des gens du Parti Socialiste qui ont pu se faire aussi têche de manif de manière assez vigoureuse. Alors ça n'a pas été le cas hier, mais il s'est passé plein de choses pendant les manifs d'hier, et à Radio Parleur vous êtes venu avec plusieurs, parce qu'on pourrait épiloguer longtemps sur les relations entre syndicats et gilets jaunes, ça pourrait être long, mais c'était pas le cœur de la discussion. Je voulais qu'on revienne sur l'ambiance dans les manifs d'hier. Vous m'avez apporté des sons, par quoi on commence? On peut commencer peut-être par le début, quand nous on est arrivé place de la République. Alors on a un premier son où on lance notre direct radio qu'on n'avait pas fait depuis longtemps. Et puis on a retrouvé plusieurs de nos reporters en fait qui étaient là pour faire ce qu'on fait, le cœur de notre métier, du podcast et du reportage, peut-être a posteriori qu'on n'écoute pas en direct. Et dans le premier son, en fait, on a retrouvé notre reporter qui venait de suivre les Gilets Noirs. Donc les Gilets Noirs, on les voit surtout à Paris.
C'est des personnes sans papier qui viennent lutter donc pour les droits des travailleurs sans papier et des personnes qui, à première vue, n'étaient pas vraiment touchées par la réforme des retraites, mais qui sont quand même là pour une certaine visibilité, mais qui sont quand même touchées évidemment par cette réforme, mais aussi par la manière dont les entreprises les exploitent et puis ne leur permettent pas d'avoir des droits. Donc ça, c'est le premier son qu'on avait fait. Merde, j'ai presque réussi à le lancer au bon moment. Presque. Ça va venir. Radio parleur, c'est des luttes à toute heure. Et tu peux l'écouter chez toi. Radio parleur, c'est des luttes à toute heure. Et tu peux l'écouter chez toi. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Des cordons de CRS nous encerclent. Finalement, ils étaient presque pas si désagréables quand ils nous ont fouillés. Donc, pour l'instant, j'ai envie de dire, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Nous avons retrouvé Sarah Belladi de la rédaction de Radio Parleur. Alors Sarah, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton après-midi? Parce que au-delà du fait que tu es morte de froid, tu as pu passer du temps avec des gilets noirs. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ça? Comment ça se passe dans le cortège des gilets noirs? Absolument. Et ben, on est à l'intersection en fait de la place de la République et de la rue Léon Jouot. Donc le cortège des Gilets Noirs est arrivé rue Léon Jouot il y a à peu près un peu moins d'une heure. Voilà, ils ont passé le barrage de CRS sans difficulté, voilà, contre toute attente. Ils sont présents juste devant, enfin voilà, à l'entrée de la place pour revendiquer en fait leurs revendications, c'est-à-dire la régularisation des sans-papiers. Il disait justement aussi que cette semaine a été très intense en fait pour ce collectif, puisque ils en sont quasiment à une action par jour depuis le début de la semaine, avec notamment en fait l'action coup de poing à Nespresso, place de du site Place de l'Opéra. C'était quand cette action Nespresso? C'était mardi après-midi. Voilà, donc l'occupation de plus de 200 gilets noirs, il me semble, dans le site de Nespresso Place de l'Opéra, qui a été assez visibilisée et assez percutante. En fait, ils sont pas du tout là pour les retraites, ou quand même c'est une question qui les intéresse, on va dire. Ben, en fait, pourquoi ils peuvent pas tellement s'intéresser frontalement à ces idées, parce que la plupart d'entre eux ne sont pas déclarés. Donc en fait, par conséquent, ils ne cotisent pas. Donc ils sont encore plus touchés finalement en fait par ce problème-là des retraites. Voilà, les sans-papiers qui sont exploités toute leur vie, ben, à la fin, c'est encore pire parce que voilà, du coup, ils ont même pas de retraite. Pour revenir sur l'action de Nespresso, en fait, il s'agissait d'attaquer le groupe Elior, qui exploite énormément de sans-papiers. Un peu, presque, c'est ce que me disait Abdoulaye, un gilet noir que j'ai interrogé tout à l'heure, en fait, quasiment à visage découvert, parce que il y a... Enfin, c'est un secret de polichinelle. L'État laisse un peu faire ça. Les multinationales, en fait, qui exploitent des personnes sans papier, parce qu'ils savent en fait qu'ils vont accepter les horaires les plus tordus, les conditions de travail les plus horribles, et c'est les seuls en fait qui vont faire ça. Vous avez choisi ce son, j'imagine aussi, parce que pour montrer qu'on dépassait largement la situation du conflit sur les retraites, que c'était aussi de toute façon un conflit qui concernait tout le monde du travail, y compris les travailleurs qui n'ont pas de papier et qui n'en sont pas moins des travailleurs et sur lesquels repose une partie de l'économie. C'était ça un peu aussi l'idée ? Ça nous a été dit par tout le monde à peu près, je pense. Donc ça, c'était un reportage, c'était un point de situation avec Sarah Belladi, qui donc travaille beaucoup sur les questions liées aux sans-papiers dans la rédaction. Mais effectivement, ça nous a été dit un peu par tout le monde, en fait.
aussi bien par les collectifs de gilets noirs qui sont des travailleurs sans pape. Par exemple, vous avez des salariés de Chronopost. Ça va être Chronopost. Alors, ils ne sont pas salariés, ils sont sous-traités. Et maltraités, du coup. Mais donc, ça se passe à Alfortville. Et le saviez-tu, Usul, hein, voilà. Alfortville, non, je ne savais pas. Eh bien, ça fait pas loin de 5 mois qu'il y a des piquets de grève quotidiens, que les mecs dorment. Ils sont sans papier et ils font les livraisons Chronopost de cette belle filiale de la Poste qui d'ailleurs est en excédent. Hein, c'est la seule qui gagne du pognon parmi toutes les filiales de la Poste. Mais c'est celle qui se permet d'employer des sans-papiers à 4 h du matin pour faire les déchargements et livraisons des colis. Donc là, il y a des piquets de grève depuis... ça fera bientôt 5 mois. Bon, c'est chaud, quoi. C'est des grèves et des luttes qui sont dures. Donc Sarah, elle va couvrir un peu ces trucs-là, mais... Après, je reviens à la manif de manière générale. Ouais, ça nous a été beaucoup dit. On est là pour les retraites, mais en fait, on n'en peut plus. Et là, il y en a marre qui touchent à notre porte-monnaie. Et surtout, on n'est pas débiles, quoi. On a bien compris ce que c'était que cette réforme, que c'était une manière de nous faire les poches. Donc, ça se dit avec des mots différents. Mais vraiment, c'est quelque chose qui est revenu chez toutes les personnes qu'on a rencontrées ce jour-là. Puis chez les sans-papiers, chez les travailleurs immigrés, chez les réfugiés, chez les migrants, ça dépend voilà, des différentes... la question, le point commun aussi, ça va être aussi la question des violences policières aussi, du traitement, d'une question qui est une question sociale, d'en faire en plus un traitement policier. Il y a beaucoup de choses aussi qui se recoupent et que la démarche du gouvernement, à cet égard, elle est totale et elle est sur tous les fronts un peu la même. C'est-à-dire relativement brutal, c'est aussi ce genre de lien qu'on peut faire. Vous aviez aussi croisé Esther Benbassa, si je ne me trompe pas. Je vais faire la transition vers le thème suivant, c'est ça ? C'est bien fait, c'est exactement le deuxième son qu'on a préparé pour toi, Esther Benbassa, qu'on a croisé donc Place de la République. C'est une sénatrice Europe Écologie Les Verts, si je ne m'abuse, qui était là. Alors, elle a été un peu réticente au début, vous allez l'entendre, parce qu'elle s'est fait avoir par un autre média pour la manif contre l'islamophobie qui avait eu lieu le mois dernier. Et on lui avait fait tout un procès médiatique par rapport à donc une étoile coranique avec le croissant de lune qui était affiché sur la poitrine de certains manifestants. Et donc elle était un peu réticente, mais après elle nous a livré un petit peu son opinion sur ce qui se passait dans la manifestation. Allez, on y va. Alors... Merde, je me suis planté. Tiens, un petit point avant de relancer le son, petit point sur les dons. On en est à 28 817. J'espère qu'on va quand même atteindre... quand même, on peut faire les 30 000 avant. Moi, je suis jusqu'à 22h. Il faut qu'on monte à un chiffre rond à 22h quand même. On a encore 50 minutes pour y arriver. Vous êtes 2000, un poil plus de 2000 à nous suivre pour l'instant sur ce stream. Reconductible, toujours aussi reconductible. Et on est toujours avec l'équipe de Radio Parleur et avec le secrétaire général de la CGT Infocom. Si vous avez raté, le replay sera évidemment dispo. On parle quand même de plein de trucs. Je relance Esther Benbassa. Allons-y. Alors, écoutez, est-ce que déjà vous allez bien ? Ah, je vais très bien. Quand je vois tous ces gens, tous ces jeunes, moins jeunes, ensemble, solidaires, comme nos retraites. Nos retraites à répartition sont des retraites de solidarité. Alors, je suis heureuse, je vais vous dire. Est-ce que vous trouvez qu'aujourd'hui, c'est une manif comme ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait? On se disait ça entre nous, qu'il y avait des gens qui venaient en famille, à nouveau. C'est des choses qu'on voyait moins en manif. Et puis, il y a beaucoup de jeunes. Oui, et il y a des petits gamins aussi, là. Ils sont pas grands, ceux-là. Hein. Non, ils sont pas vieux, effectivement. Et je trouve que c'est une façon de raconter qu'on en a assez. Et parce que si c'était pour la justice, pour l'équité, je serais d'accord avec cette réforme. Et le problème, c'est qu'on nous dit, mais voilà, on nous monte les uns contre les autres, il y aurait des privilégiés. Vous savez, les régimes dérogatoires sont au nombre de 6%. C'est pas avec ça qu'ils vont remplir les caisses. Et ce qu'ils veulent faire, c'est faire une réforme paramétrique, à savoir, il faudra ou partir plus tard à la retraite ou payer
plus longtemps ou baisser le taux des retraites. Et d'ailleurs, les riches ne vont plus cotiser probablement au régime général. Ils vont faire comme en Amérique, ils vont aller dans les fonds privés. Mais eux, ils ont l'habitude. Nous, on n'en a pas. Entre les cadres et les ouvriers, il y a 6 ans d'écart dans la moyenne d'espérance de vie. Et chez les riches, les 5% de riches vivent 13 ans de plus que 5% des plus pauvres. Merci beaucoup Esther Benbassa. Allez, à bientôt. Bonne manif. Allez, faites attention quand même. On va faire attention à nous. C'est promis, vous aussi, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Alors, puisqu'on parlait de privilèges, et avant de commenter ce son et de passer au suivant, je voulais vous lire un petit article qui était dans le Canard de mercredi, un article qui s'intitule « Roi d'un jour ». C'est le rêve d'une vie qui se réalise. Bernard Arnault ne pensait qu'à ça depuis des décennies, devenir l'homme le plus riche du monde. C'est fait. Ou plutôt, ça a été fait, l'espace d'une journée. L'acquisition le 25 novembre pour 16 milliards de dollars du joaillier américain Tiffany a propulsé au sommet la valeur des actions de son groupe LVMH. La fortune d'Arnault, essentiellement composée des actions de sa boîte, a elle aussi pris l'ascenseur pour atteindre le 25 novembre 109,5 milliards de dollars, doublant d'un poil celle de Jeff Bezos. Jeff Bezos, on est sur son site, Amazon possède Twitch. Il s'est fait niquer par notre Bernard Arnault national, mais un instant seulement parce que Jeff Bezos avait eu le malheur d'être appauvri par un récent divorce, et voilà. Et Bill Gates aussi, l'ancien PDG de Microsoft, s'est fait dépasser avec ses petits 106 milliards de dollars seulement. Donc je rappelle, Bernard Arnault est monté jusqu'à 109,5. Triomphe fugace, dès le lendemain, les cours de bourse bougeait et Arnault était rétrogradé à la 3e place où il se trouvait encore le 3 décembre à l'heure où le Canard bouclait avec seulement 102 milliards de dollars. Derrière toujours Bezos, 111 milliards et Gates, 110. Ouais, en plus, ils sont remontés les deux autres. Qu'importe, il aura été, pour un jour au moins, l'homme le plus riche du monde. Et il a battu à plate couture son éternel rival, François Pinault, dont le groupe ne pèse plus que 38,7 milliards à la 22e place du palmarès de Bloomberg. Excusez-le du peu. Et on apprenait dans la presse aussi ces derniers jours qu'un bâtiment allait être rasé. Alors je sais plus ce que c'était une ancienne école de je sais plus quoi, parce qu'il incommodait à la vue de, cette fois c'était Pinault. Donc voilà, on parle de privilégiés, il n'y a parfois pas besoin de les chercher très loin, c'est assez documenté les privilégiés, et c'est vrai qu'on tombe pas nécessairement sur les salariés de la RATP quand on fait des recherches sur les plus privilégiés de ce pays. Un truc pour les privilégiés, pour Bernard Arnault, je ne sais pas si vous vous souvenez du convertisseur de revenus de Liliane Bettencourt, feu Liliane, qui nous a quittés il n'y a pas si longtemps que ça. Mais on a un nouveau convertisseur qui est apparu sur le site mataf.fr, qui est un convertisseur de revenus de Bernard Arnault. J'ai tenté un petit peu, je peux vous dire que Bernard Arnault gagne mon salaire annuel en 17 minutes. Et voilà, pour les privilégiés, vous pouvez tous faire le test. Et alors ça entretient, je veux dire, peu importe, c'est pour ça que je disais les retraites c'est peut-être assez secondaire, mais c'est un sentiment plus général d'injustice sociale. Alors c'est parti d'injustice fiscale, mais il y a aussi l'injustice fiscale, c'est jamais que la fiscalité, c'est ce qui sert un petit peu, dirait Piketty qui aime bien ça, à faire de la redistribution après. Voilà, et qu'elle n'est pas toujours très très bien faite, et que parfois les taxes sont inégalement réparties. Donc on a beaucoup parlé à l'époque des Gilets jaunes d'injustice fiscale, mais le thème central c'est quand même l'injustice sociale. On y revient, ça permet de mobiliser. Ça revenait beaucoup dans les discours. Je m'adresse à la team Radio Parleur qui était oui, elle est là. Est-ce que ça existe beaucoup dans les discours qu'on a entendus? Je dirais que c'est variable en fait, parce que ce qui est essentiel en fait dans les échanges qu'on a pu avoir, c'était plutôt plus que les taxes et plus que la question vraiment fondamentale de la répartition des richesses en fait, pour tout te dire. Elle était vraiment pas au premier plan des discussions qu'on avait. Par contre, l'injustice de considérer qu'on peut éclater les régimes spéciaux de retraite, éclater les salaires, éclater tout ce qui existe en termes de, entre guillemets, parachute social ou d'aide sociale, ça par contre, c'était vraiment au cœur des discussions. Par exemple, je te cite un des échanges qu'on a pu avoir avec un monsieur de Sud Santé qu'on va écouter après. C'était vraiment ça, en fait, le cœur de la machine, c'est de dire, mais en fait, tout ce blabla gouvernemental autour de oui, on veut répartir les richesses, patin couffin,
bon, au final, il est juste question de prendre un régime qui répartit déjà en fait les droits, c'est-à-dire où chacun déjà a une retraite de base qui est complétée par un régime spécial qui correspond à son corps de métier. Parce que quand tu travailles en tant que cheminot, ton espérance de vie n'est pas la même que quand tu es un cadre sup et que tu travailles dans une banque, même pleine d'amiante, n'est-ce pas? Et que du coup, tu vas vivre plus longtemps. Donc en fait, ton régime spécial, il complète ce truc-là, qui est ta pénibilité au travail. Et donc, oui, des fois, tu vas gagner une meilleure retraite quand tu as trimé toute ta vie comme un âne dans des conditions de pénibilité horribles, tout simplement parce que tu vas mourir plus vite. Donc, en fait, tu vas avoir une meilleure retraite pour en profiter mieux. Et ça, c'est à peu près juste, en fait, quand même. Donc, si tu veux, c'était plutôt sous ce registre-là qu'un propos plus général sur la répartition des richesses, etc. Et du coup, je fais un petit peu la revue de presse en même temps, hein, vu que je suis avec vous. Alors, sur cette question des régimes spéciaux, il y avait un article, un encart assez malicieux dans le Canard enchaîné, encore une fois. Régime spécial au Sénat. Une fine allusion. Donc, sachez que, à titre d'exemple, un seul mandat de sénateur de 6 ans permet à son bénéficiaire de toucher 2040 € net de pension de revenus mensuels. Et ce, alors que depuis le 1er janvier 2018, les députés, eux, se sont alignés sur le régime commun de la fonction publique, justement sous l'impulsion du questeur Bachelier, soit 665 € de retraite par mandat. Par mandat, ça veut dire que si tu fais 2 mandats, ça s'additionne évidemment. Alors je me demande si c'est le cas également pour les sénateurs. Hein. Oui, c'est ça, un seul mandat de 6 ans. Donc j'imagine que s'il y a 2 mandats de 6 ans, ils peuvent s'en tirer avec 4080 € net de pension de retraite mensuelle. Et ce régime-là, voilà, est toujours un régime spécial. Ça n'est pas celui-là qui est dans le... Voilà, il y a quelques-uns comme ça qui ne sont pas les priorités niveau régime spécial. Par contre... dans la Croix, si vous voulez revenir, la Croix, alors bon, il y a un traitement que j'ai trouvé pas foufou sur les mobilisations sociales. Alors la une dit forte mobilisation sur les retraites, et en page 3, on a 3 siècles d'histoire pour 42 régimes différents, et on revient un petit peu sur le fait que ces régimes de retraite, ils sont pas sortis du cul d'une poule, hein. Ils ont une histoire, ils ont des justifications, comme tu le disais. C'est devenu, dans cette histoire-là, ils remontent jusqu'aux marins, en fait, au XVIIIe siècle, qui ont été les premiers à avoir quelque chose qui ressemblait à une retraite et à la sécu, et duquel on s'est inspiré pour en faire ensuite d'autres, des régimes, avant qu'on ne généralise tout, mais on n'a pas uniformisé tout, on a gardé quelques particularités selon les métiers. Et dans une interview que j'ai entendue cette semaine sur RCF, l'intervenant qui était de l'Observatoire des... je sais plus qui c'était, mais c'était plutôt un expert de la question qui avait rendu un rapport, je sais pas quoi, et qui rappelait que en fait il y a ce régime universel où tout le monde a le même régime de retraite. C'est en Corée du Nord, ils ont ça, ouais, mais dans la plupart des grands autres pays, des grandes autres démocraties occidentales, mais pas seulement, il y a des régimes différentiels selon les manières qu'on a de s'engager au service de la collectivité ou pas, etc. Et puis comment ces régimes se construisent au fur et à mesure des siècles et des années, et des luttes aussi. Voilà, surtout que certains observateurs pointaient aussi malicieusement le fait que tiens, c'est marrant, dans les réformes loi travail justement il était question de mettre l'accent, et peut-être que là tu peux me confirmer Romain, à l'époque de la loi travail il était question justement de désharmoniser la loi travail. Pourquoi il y aurait un seul code du travail alors qu'il y a plein de métiers différents? C'était tout à fait l'esprit, oui. Et que maintenant on nous fait l'inverse. Pourquoi il y aurait plein de régimes de retraite différents alors que il y a plein de métiers différents? Donc voilà, comme cet argument est réversible et en fait ne dit rien d'autre que nous on a décidé de faire ça. Alors au nom de faut s'adapter à chaque branche, ou au nom de faut uniformiser tout, quoi. Il y a eu surtout une stratégie, en fait, que ce soit gouvernementale ou des patrons d'ailleurs, qui est complètement à géométrie variable en poursuivant leur unique but, pour à chaque fois déstructurer ce qui les arrange. En tout cas, déstructurer ce qui nous arrange nous, c'est-à-dire ce qui fait quand même le gros de nos acquis, on va dire, ou qui font qu'on vit quand même un peu mieux quand on a des vacances, quand on a une bonne rémunération, que quand tout est déstructuré et comme par hasard fait à la tête du client. Donc c'est vraiment ça qu'il faut décrypter dans cette attitude dont tu viens de parler, quoi. Et alors d'ailleurs, je sais pas si tu me rejoindras là-dessus, mais Sécu, assurance chômage et aujourd'hui retraite, on voit que le projet depuis des années a une cohérence, que les gouvernements se succèdent, mais qu'il y a quand même une cohérence qui est assez suivie et qui est une certaine manière de mettre sous la main de l'État
tous ces régimes qui jusque-là, ou toutes ces prestations qui jusque-là étaient gérées de manière paritaire. Et je te parle à toi en tant que syndicaliste, parce que ce paritaire, ça veut dire qu'il y avait des caisses qui étaient gérées par les syndicats, co-gérées par différents syndicats, parfois avec les syndicats de patrons aussi évidemment, mais qui n'étaient pas sous la main de l'État. Oui, ça fait partie justement d'une pression exercée pour que l'État, en tant que politique, ait son mot à dire et surtout finalement imposer des choix, parce qu'on sait tous que les choix politiques qui sont faits par nos gouvernants sont quand même, depuis ces dernières années, loin de forcément représenter nos intérêts ou ce qui nous arrange ou ce qui nous avantage dans la vie. Et le fait d'avoir la main mise dessus, c'est un danger d'autant plus important que on voit naître évidemment des projets de loi comme celui qui va arriver. Les gens de toute façon vont pouvoir le tester. Moi, je fais un pari d'ailleurs que le projet de loi, entre ce que on dénonce depuis maintenant quelques semaines autour de cette réforme de retraite et ce qui va être présenté, sera exactement de même nature. On essaie de nous dire qu'on se mobilise pour rien parce que le politique n'aurait pas encore fait sa proposition de loi actuellement, et on verra très bien que en fait ce n'est ni plus ni moins que ce qui avait été prévu. C'est la feuille de route qu'ils ont décidé, les libéraux, de mettre en œuvre en France, et qui sont en fait beaucoup d'acquis pour beaucoup issus de la résistance, ou du moins du Conseil national de la résistance, pour être précis, au lendemain de la guerre. C'est ça qu'ils veulent déstructurer, et aujourd'hui c'est ce qui pourtant assure pour nous une protection et un bien-être quand même plus important que dans d'autres pays, quoi. Et là, c'est assez marrant du coup de regarder Le Figaro. Face à la rue, l'exécutif prêt à des concessions. Et quand vous rentrez dedans, il commence à détailler à quel point finalement l'exécutif va un petit peu délayer dans le temps le traitement de certains régimes spéciaux. Il va, par exemple, un des grands trucs, c'est qu'il y a une histoire de mise à l'équilibre du système de retraite d'ici 2025, qui pourrait en tout cas être en déséquilibre en 2025, et donc là va y avoir ce qu'on aurait fait avant merde, je suis un peu confus, mais j'allais dire on aurait fait des ajustements paramétriques. Mais en gros, il y a deux questions. Il y a la question 1 de est-ce que ce budget est à l'équilibre et qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il le soit. Et ça, il y a plein d'outils pour faire en sorte qu'il le soit. Il n'y a pas besoin de faire la retraite par points, de centraliser tout. C'est l'État qui a fixé la valeur du point, ou même dans la loi, ou je sais pas quoi. C'est-à-dire c'est deux sujets qui n'ont rien à voir. De même que la question des régimes spéciaux est encore une autre question, et que ces trois questions sont habilement mélangées et tripatouillées par le gouvernement. Par contre, la ligne directrice, même si le gouvernement est prêt à délayer un petit peu ce truc-là et à remettre un peu à plus tard certains aspects, dont étonnamment ceux qui concernent l'équilibre budgétaire, il est prêt à dire ça on verra plus tard du coup, mais sa priorité, ce qu'il veut voir passer absolument, c'est le truc du point. Il faut passer au point et au système unique. Et là, Le Figaro est déçu. Lui, il aurait bien aimé qu'on attaque tout en même temps. Mais pourtant, moi, je pense que c'est à ça qu'ils vont tenir. Est-ce que vous avez une explication pourquoi ce truc par point? Pourquoi ce truc universel? C'est que le mécanisme, il faut comprendre, c'est que on connaît parce qu'on a vu son application ailleurs. Donc, quelque part, pour le coup, la France n'innove pas. Elle ne fait qu'essayer de mettre en place un nouveau système qui a été mis comme en Suède, par exemple. Et c'est très intéressant, pour le coup, de regarder ces exemples, parce qu'en fait, ils confirment tous une chose. C'est d'ailleurs Fillon je crois que tu le disais tout à l'heure, le résume assez bien. C'est qu'en fait, ils veulent baisser nos pensions, nos futures pensions de retraite. Donc la stratégie de trouver cet habillage politique d'une maison universelle, c'est bien beau sur le papier. La réalité, ce qu'il faut dire, c'est que, in fine, ça va avoir deux objectifs. On va bosser plus longtemps pour gagner moins. Et là, c'est ça qu'il faut ne pas lâcher jusqu'au retrait, d'ailleurs, du projet qui va être présenté. C'est que c'est pas une question d'application dans le temps, ou voire même d'équilibre. D'ailleurs, le rapport du corps, du Conseil d'orientation des retraites, dit très bien qu'à terme, le régime, même général aujourd'hui, pourrait être à l'équilibre autour de 2030, je crois, de mémoire. Donc je veux dire, notre problématique, elle n'est pas là. Elle n'est pas de savoir s'il faut le différer, s'il faut épargner les vieux pour que les jeunes, eux, subissent mieux ce nouveau système. La seule question, c'est de dire, votre système, est-ce qu'il est mieux qu'avant ou pas? Eh ben, en fait, le système ne sera pas mieux qu'avant. Il a de ces éléments de langage, comme toute réforme qui est proposée. Il est surtout comme conséquence, et ça c'est plutôt grave pour nous, enfin pour tout le monde qui nous écoute d'ailleurs, c'est qu'il va surtout avoir comme conséquence du fait qu'on va être plus pauvre quand on sera à la retraite. Déjà, on était pauvre quand on est salarié parce qu'on ne gagne pas forcément, j'allais dire aujourd'hui, des salaires mirobolants. Mais par contre, une chose est sûre, c'est que ça pourrait se confirmer, se
continuer lorsqu'on sera en retraite, quand on pourra y être d'ailleurs. Oui, parce qu'on parle d'un système qui va du coup reconduire à la retraite les inégalités qui étaient celles au travail, donc notamment avec les femmes, notamment selon les métiers, etc. quoi. Et non pas d'un système qui viendrait qui se donnerait comme priorité, au contraire, de dire que le moment de la retraite est un moment à part et qu'on n'a pas à subir à la retraite les mauvaises places qu'on a eues dans le marché du travail et qu'on n'a pas subi. Et si demain il y a une vague de chômage, il y a un chômage dans une branche en particulier, je pense à tout ce mouvement de désindustrialisation qui a frappé la classe ouvrière des années 80 au début des années 2000 et puis encore maintenant d'ailleurs. Voilà, techniquement, c'est pas qu'ils sont de mauvaise volonté, c'est qu'ils avaient des métiers et là ils se sont mangés un truc conjoncturel et structurel aussi, mais sur lequel ils pouvaient rien, donc ils ont mangé des périodes de chômage. Et ben ça, ils vont le payer, y compris à la retraite, avec ce système par points. Qui ne corrigera aucune inégalité, mais qui viendra les sanctionner et dire vieux, vous aurez une retraite de vieux pauvres, plutôt que voilà. On est déjà à 29 297, donc 29 300. Allez, on va arrondir un petit peu. Ça se trouve, on est déjà à 29 300. Donc on peut faire les 20 000 d'ici les 30 000 d'ici la fin de l'heure. Hein ? Alors jusque là. Je rappelle, il y a un objectif, moi je me rase le crâne à 36 150 €. Mais si on fait les 30 000, on aura bien avancé vers ce truc-là et je serai fixé du coup sans doute assez vite. Je vais avoir froid à la tête, mais c'est pas grave. Donc sur les autres streams, les gens ne sont pas tenus d'être tous hyper formés sur le truc de la question des retraites. Je veux dire, on l'a assez dit et redit ce soir, il y a des colères générales qui s'expriment dans ce mouvement-là de toute façon. Mais si on peut quand même faire un peu d'information, c'était aussi un peu le but de ce stream, un peu d'information non seulement sur cette question des retraites, mais aussi sur l'état du mouvement social en cours, on peut se donner des tranches pour le faire. C'est exactement ce qu'on fait ce soir, notamment avec l'équipe de Radio Parleur qui va nous présenter un nouveau son qui nous ont ramené hier de manif. Ça parle de quoi le suivant ? Le son suivant, c'est justement ce syndicalo, et je dis ça avec tout l'amour du monde, parce que c'est un peu un jargon de journaliste de Sud de Santé qui nous parle un peu de ce système à points et par répartition. Parce que, juste une petite micro-parenthèse, mais vous disiez tout à l'heure que c'était pas vraiment une question d'argent, hein, le problème des retraites. Clairement, c'est pas une question d'argent. D'ailleurs, souvenez-vous, en 2017, le candidat Emmanuel Macron disait que dans son programme, le système des retraites n'était pas un problème financier. Voilà, donc en fait, c'est bien pas une question d'argent, c'est bien une question de structure et de règles du jeu, de changer les règles du jeu, et c'est justement là-dessus que ce syndicaliste de Sud Santé nous fait un petit point. Bonjour, excusez-moi de vous embêter, je m'appelle Violette, je suis reporter pour Radio Parleur, un média engagé sur les luttes sociales. Oui. Radio Parleur, voilà. Oui. Et on voudrait juste avoir un peu votre sentiment sur ce qui se passe là et puis sur pourquoi vous êtes là, ce que vous avez à dire aujourd'hui. On est en direct radio. Parce qu'on aime le froid. Vous aimez avoir froid, nous aussi, ça tombe bien. Est-ce que vous pourriez juste me donner votre prénom et me dire un peu ce que vous faites dans la vie ? Alors, je suis Sébastien, je travaille à l'hôpital de Versailles. Et alors, je suis pas dans les soins, je suis dans la partie technique, moi. Et aujourd'hui, on est là pour dire non au projet de réforme de Macron. Ils ont beau dire que rien n'est prêt, que ça concerne que les régimes spéciaux. C'est pas vrai, ça concerne tout le monde. Les jeunes, les vieux, les femmes surtout, qui vont être très pénalisées parce que on va réduire. Ça va être calculé sur l'ensemble de la carrière. Et c'est quand même les femmes en majorité qui prennent des temps partiels pour les enfants, pour d'autres raisons. Les congés maternité vont être moins bien pris en compte dans la retraite, enfin dans la future retraite qu'actuellement. C'est une vraie régression sociale. Mais est-ce que vous, à l'hôpital, vous aviez déjà des retraites à peu près convenables ? Parce qu'il y a ça aussi, c'est que déjà les systèmes de retraite n'étaient pas forcément tous bien faits. En tout cas, les caisses des régimes spéciaux permettaient de compenser un peu des carrières difficiles, des métiers difficiles, des carrières fragmentées, voilà, des choses qui n'étaient pas forcément prévues dans le régime général. Alors est-ce qu'à l'hôpital, justement, vous aviez un système de retraite qui roulait déjà bien, ou est-ce qu'il y avait déjà des choses à améliorer avant même cette réforme-là ? Déjà, la première chose à améliorer, c'est les salaires. Enfin, moi, ça fait quasiment 30 ans que je travaille à l'hôpital, je suis à 1005. Ma collègue qui est IAD... Moi, je suis infirmière anesthésiste, je suis diplômée, 5 ans d'études supérieures. Je suis au dernier échelon de la fonction publique hospitalière, c'est-à-dire que mon salaire ne peut plus progresser et j'ai encore 3 ans à faire, mais il ne progressera que s'il y a une augmentation du... Par
par rapport au pouvoir d'achat. Et ça, c'est à la bonne volonté du gouvernement. Et je pense que ce gouvernement-là, comme il n'augmente pas, il a arrêté la progression du point. Hein, comme ça. Donc moi, je suis exactement en salaire net, ce que je perçois. Après, j'en suis à combien? Je travaille depuis 1981. J'en suis exactement à 3 000 € par mois. Les histoires de points, le point peut être gelé. Le point, c'est ce qui sert à calculer aussi les salaires et les augmentations de salaire, notamment des fonctionnaires. Ils peuvent le geler quand ils veulent, le point. Là, actuellement, c'est gelé depuis des années sur la fonction publique. Hollande l'avait dégelé une année, je crois. Il y a eu 2 augmentations de 3 centimes en l'espace de quelques mois. Oh, waouh! Ouais, super. On a sabré le champagne avec ça. Mais après, il faut sortir de ce système de points. C'est-à-dire qu'en fait, les catégories C, les plus précaires, quand on augmente le point, c'est-à-dire que en général, moi je parle pour ma situation, on va prendre 4 €, 5 €. Une IAD, on va prendre un petit peu plus, ça va être 50, mais c'est pas énorme. Enfin, je veux dire, 4 €, même 50 €, ça compense pas les 10 ans de gel de salaire qu'on a voilà. Donc, et la retraite à points, pour revenir au sujet principal, la retraite à points, en fait, aujourd'hui, comme disait Martine, notre salaire est calculé sur les 6 derniers mois et on part avec 75% de notre salaire brut. Avec la retraite Macron, la réforme à points là, on va partir avec une moyenne de 56%. Je ne sais pas si les gens se rendent compte. 56%, enfin, ça fait... Ouais, c'est ça, c'est vertigineux comme chiffre, ça fait peur. C'est vertigineux. Ce son-là, donc du coup, il nous reste quoi? Il nous reste 25 minutes. Et on est à 29 363, donc c'est tout à fait possible. Il reste 600 et quelques pour qu'on arrive aux 30 000 avant les 22 heures. Donc ce son-là, c'était pourquoi vous aviez choisi celui-là aussi? On a choisi celui-là parce que c'était un son représentatif aussi de ce que les gens, de ce que les gens avaient à dire sur la question des retraites. Je sais pas si tout le monde a bien pigé cette histoire de points, pas de points, mais en gros, le point, c'est une sorte d'indice qui permet de calculer en fonction de pas mal de paramètres. Alors, le collègue de la CGT saurait forcément ça mieux que moi, mais l'idée, c'est que vous avez un minimum de base, une retraite de base qui est à peu près la même pour tout le monde. Et par là-dessus, en fait, un point est calculé qui vous donne l'augmentation de votre pension en fonction de plein de trucs, du PIB, du revenu du pays, d'un certain nombre de paramètres. Moi, j'ai pas tout bien compris, pour être honnête, les paramètres qui seraient mis en jeu sur le calcul du point. En fait, le point, il existe donc déjà pour les fonctionnaires pour ce qui est du calcul du salaire. Ce ne sera pas les mêmes critères pour les retraites, mais c'est le même principe, si vous voulez. Et en fait, les fonctionnaires, ça fait des années que leur salaire, il n'augmente pas, tout simplement parce que le point, il est gelé. Parce qu'en fait, ça, c'est l'État qui décide de geler ou pas le point. Donc là où tout le monde est en colère, et c'est compréhensible, c'est qu'il n'y a aucune clarté sur cette histoire de point. Souvenez-vous, d'ailleurs, Étienne, c'est toi qui avais trouvé cette vidéo de François Fillon. Oui, voilà, François Fillon. Souvenez-vous de François, toujours. L'année dernière, je crois, était revenu sur cette histoire de points et puis avait fait une révélation fracassante. Alors, je suis en train de pourrir une des blagues que l'on fait pour l'hebdo-parleur lundi prochain, mais c'est pas grave. Et il avait expliqué que le point servait en fait ce que aucun autre politique n'osait annoncer. Il servait surtout à baisser les retraites, en fait. C'était ça le point principal. Mais c'est-à-dire que quand vous êtes bourré de fric, ce qui est ton cas, Usul, forcément, puisque évidemment. Évidemment. Enfin, je veux dire, toi et moi, on sait qu'on est des nantis. Eh bien, en fait, qu'est-ce qu'on va faire, toi et moi, Usul? On va prendre un fonds de pension et puis on va placer notre pognon. Comme ça, on aura plein de pognon à la retraite. Enfin, je sais pas, on est d'accord là-dessus. Voilà. Donc, si tu veux, les riches, ils ont de quoi faire. C'est-à-dire qu'ils ont des systèmes d'optimisation, de fraude fiscale, de placer leur pognon à l'étranger. Des systèmes, en fait, qui permettent de faire fructifier leur pognon en le sortant du denier public pour le faire travailler par la finance. Là-dessus, j'ai envie de t'interrompre parce que le réseau salariat et tous les gens qui travaillent un petit peu autour de Frio disent que c'est mal attaquer cette réforme des retraites que de l'attaquer en disant leur but c'est de nous faire passer tous à un système de retraite par capitalisation, parce que c'est pas ça exactement le but, et l'enjeu est beaucoup plus du côté de est-ce qu'on passe de la cogestion, de caisses indépendantes, etc., à une caisse globale gérée par l'État n'importe comment, dans laquelle éventuellement par exemple l'État va pouvoir piocher pour rembourser des déficits ailleurs, boucher ici ou
nous là, voilà, et que l'enjeu est beaucoup plus là. En fait, il est politique, c'est un enjeu de pouvoir. C'est pas et que la retraite par capitalisation, pourquoi on n'y passera pas et pourquoi il est peu probable qu'on y passe tous, précisément parce qu'en fait, ça ne fonctionne pas. Il y a aucun pays qui fait ça. C'est-à-dire le moindre krach boursier, tous les vieux sont dans la rue et perdent tout. Donc ça ne marche pas. On ne crée pas un système de retraite par capitalisation. Donc c'est pas vers là qu'ils veulent nous emmener. Donc c'est pas comme ça qu'il faut défendre notre système de retraite. C'est pas en disant on veut pas de la capitalisation parce qu'on n'y arrivera pas. C'est pas. Enfin voilà. T'as dû entendre cette rhétorique aussi. Oui. Moi, je pense que Friot, il a raison là-dessus. Pour une bonne raison, c'est que si tu veux Après, ça, là, je te livre quelque chose qui est plutôt de l'ordre de l'opinion et pas tellement de l'ordre du jugement journalistique, mais ce que moi je sens de tout ça, mais aussi au regard de tous les autres sujets sociaux et écolos qu'on a traités, c'est que oui, bien sûr, il y aura des riches qui vont aller dans des fonds de pension, bien sûr, évidemment, ça va être un side effect en fait, si tu veux, de cette réforme. Mais en fait, le fait de changer les règles du jeu et de faire en sorte qu'il y ait un certain nombre de caisses qui soient co-gérées, on ne sait pas trop comment d'ailleurs, parce que tout ça n'est, pour l'instant en tout cas pour moi, c'est pas très clair. Moi, ce que je vois, c'est que le champ du social est investi de plus en plus par les capitalistes, de tous acabits, et que c'est pas seulement le domaine de la gestion des caisses de retraite, c'est la gestion du social de manière générale. Oui. Regarde ce qui se passe au niveau des HLM. Les HLM aujourd'hui sont en cours de privatisation, c'est même quasiment achevé, hein, on peut dire ça. Si tu regardes ce qui se passe, et c'est toujours du côté des personnes exilées et du côté des territoires lointains, notamment dans les Outre-mer, qu'il faut regarder ce qui s'expérimente et ce qui va grossir lentement vers le reste de la population française comme une bulle et qui finira par toucher tout le monde. En fait, le social, c'est un champ dans lequel il y a beaucoup de choses à monétiser, à privatiser, beaucoup de marchés à créer. Si tu veux, le marché de la consommation, il est saturé depuis déjà un certain nombre d'années. Ça, t'as plein d'économistes qui le disent. Bon, voilà, faut lire Julia Cagé, tout ça, bon, je ne vais pas donner toutes les rêves. Et donc, si tu veux, dans le champ du social, il y a les retraites. Et donc ça, si tu arrives à faire péter la gestion et modifier les règles pour que tout ça soit géré désormais par des organismes où tu as des intérêts privés, où tu as des gestionnaires privés, en fait, déjà, rien que ça crée un nouveau marché. Et moi, j'ai le sentiment que c'est plus ça qui est en train de se passer. Tu vois, oui, c'est ça aussi. Et puis, mais par contre, c'est vrai que ce marché-là, ce marché des retraites par capitalisation, qui va venir nourrir la bulle financière et qui donc potentiellement va s'écrouler à chaque écroulement financier, leur but, c'est pas que ça concerne tout le monde, mais en effet, il va concerner, comme tu l'as dit juste avant, il va concerner les riches, il va concerner les gens qui ont les moyens de capitaliser. Et c'est assez marrant de voir que, même si, c'est assez marrant de voir que ce qu'on appelle les trolls macronistes sur Twitter poussent à ça. Alors que c'est pas le projet du gouvernement, mais ils trollent avec ça en disant de toute façon ce qu'il faut c'est la retraite par capitalisation, machin. Ils poussent vers ça, mais en fait c'est pas le projet exactement du gouvernement. Ça pourrait être un des side effects de faire quand même un peu grossir ce marché-là, mais c'est pas exactement le nœud du truc. Il nous reste un peu plus d'un quart d'heure, mais on est à 29 538, on va bien y arriver, donc à monter à 30 000. Juste après d'ailleurs, oui, j'avais le programme sous les yeux, voilà. Juste après, vous allez retrouver Gaël, que vous avez déjà entendu juste avant, parce qu'elle était avec Zul, Monté, JD. Gaël qui va jouer avec vous à Terminator Résistance. Et ensuite, Dietz nous parlera de Bewitching Révolution, soit la place de la sorcière, quoi, dans cet imaginaire de la révolution, enfin l'imaginaire de la sorcière dans les mécaniques révolutionnaires, dans les dynamiques révolutionnaires. Donc il y a encore plein de trucs qui arrivent, mais si en plus on arrive à 30 000 d'ici là, ce serait extraordinaire. On pourrait se dire qu'on a bien bossé ce soir et vous avez été très solidaires et tout le monde bosse là, hein, parce que je remercie, s'il y a des gens qui y arrivent en cours, les gens de Radio Parleur, de venir nous présenter les sons qu'ils ont tournés. On va en réécouter encore, c'est pas fini. Mais je remercie évidemment également les modos qui ont dû bien bosser aussi dans le chat, et je remercie tous les gens qui se sont activés derrière pour que ce stream, pas seulement celui de là maintenant 20h, 22h, mais les streams d'avant, les streams d'après soient possibles. Et là c'est beaucoup de monde, on est près de 70 pour essayer de faire tourner ce truc là, et les gens se décarcassent vraiment pour vous offrir un moyen de soutenir cette grève si par exemple vous êtes de ceux dont on parlait juste avant, ceux qui vont peut-être faire une retraite par capitalisation parce qu'ils ont un super salaire de cadre, mais vous vous dites oui mais bon d'accord, mais c'est pas un modèle de société ce truc là, je veux quand même montrer que je suis pas d'accord et soutenir les grévistes partout où qu'ils soient. Eh bien vous pouvez donner à la caisse de grève qu'on soutient, voilà, cette fameuse caisse de grève co-gérée notamment par la CGT Infocom, et on a ce soir avec nous le secrétaire général de la CGT Infocom. Et
un petit mot peut-être d'ailleurs, toi Romain, de ce qui a été dit aujourd'hui et que tu as dû écouter, parce que Édouard Philippe était censé s'exprimer à 14h et puis ensuite ça a été décalé de demi-heure en demi-heure. Est-ce que tu as écouté ce qu'il a dit du coup finalement à 16h je crois ou à 15h30? Oui, bien sûr, on a écouté avec attention son discours. En fait, il y a une petite panique quand même à bord au niveau du gouvernement qui s'attendait peut-être pas à une telle ampleur de la mobilisation d'hier. Et surtout un mouvement qui a bien continué aujourd'hui. C'est ça qui est important, parce que là, pour que les gens comprennent un peu ce qui se passe, c'est que le bras de fer commence, c'est que donc les syndicats ont décidé d'appeler à une nouvelle journée mardi prochain, le 10 décembre, donc l'occasion pour ceux qui le peuvent d'essayer de venir et de participer aux mobilisations, et qui entre-temps est alimenté par un certain nombre de grèves dans plusieurs secteurs reconductibles. Donc là, il y a clairement un petit gouvernement qui essaye de commencer à désamorcer. Ça fait partie des pièges, je le dis clairement. Ça fait partie des pièges que tentent souvent les gouvernements quand il y a un mouvement social. C'est soit d'essayer de donner quelques miettes à certains pour que la pilule passe, soit essayer de commencer à calmer le jeu ou à dire qu'on va se mettre autour de la table, qu'on va discuter. Mais en fait, le fond de l'affaire, et c'est surtout sur ça qu'il faut qu'on se concentre, c'est que tant que le fond du système ou de la logique ne change pas, c'est ça qui sera de toute façon pénalisable pour le plus grand nombre. Alors le mot qui est en une de l'Humanité, je l'ai montré juste avant, l'Humanité titre aujourd'hui « Colère reconductible ». Comme quoi, le nom du stream était aussi bien choisi. Reconductible jusqu'à quand? Comment? Quel est l'état des forces, l'état du moral de votre côté, par exemple, déjà parce que tu dois pas parler qu'avec des gens de la CGT Infocom, tu dois avoir aussi des retours de ce qui se dit dans les autres branches, dans les autres sections. On en est où là? Ça va se reconduire? C'est gérable? Là, pour l'instant, si tu veux, tu as ceux qui d'habitude se mettent en grève reconductible, ce qui est plutôt souvent des secteurs dits industriels ou certains de services, ou qui sont de culture. Je pense à la SNCF ou à la RATP. Là, on n'en est qu'au début du mouvement. Donc, j'allais dire, pour l'instant, le moral est bon. Tout le monde a été requinqué, galvanisé par les mobilisations de jeudi, parce qu'il est vrai qu'il y avait très longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Et c'est ça qui est intéressant et qui est un point positif, c'est que il y a une combativité qui est présente, et on a beau être en plein mois de décembre, c'est pas pour autant que les gens vont penser forcément qu'à l'arbre de Noël, mais bien à leur avenir, et ça c'est positif. Donc après, c'est assez simple. Tous les jours, les syndicats ou du moins les salariés se réunissent en assemblée générale pour décider de la suite du mouvement. Donc là, pour l'instant, pour ce qui est des transports, c'est reconduit au moins de mémoire jusqu'à lundi. Mardi, nouvelle mobilisation, présentation par le gouvernement mercredi de son architecture, comme il dit, qui nous permettra de confirmer ou non ce qu'on dit depuis ces dernières semaines sur la nature de son projet. Donc il y a de ces grandes chances que ça soit exactement le même que ce qu'on a dénoncé. Et donc après de voir comment ça se poursuit. Mais il y aura aussi entre-temps des actions de blocage, parce que c'est important de dire que l'action elle est multiforme. Autant la grève reconductible, c'est ce qui pèse le plus dans le rapport de force qui peut nous être favorable, autant par exemple l'initiative que prend Reconduit Stream avec ce que vous avez mis en place participe à construire des solidarités, et donc de peser dans le débat aussi médiatique et vis-à-vis de l'opinion publique, parce qu'on sait que c'est aussi important pour que les gens finalement soutiennent le mouvement. Les politiques soient complètement isolés de ce point de vue-là. Et c'est pour ça, d'où le fait aussi qu'on regarde la presse, c'est que ça va être une bataille de l'opinion publique. On l'avait dit dans le ouvrez les guillemets de lundi, et en effet, le but c'est de créer des solidarités entre les streamers et le mouvement social, et puis même finalement cette initiative du stream reconductible crée des solidarités entre des streamers qui se connaissaient pas et qui se découvrent aussi des conditions matérielles d'existence communes, et des engagements communs. Donc il y a beaucoup de choses qui se créent autour, c'est merveilleux, mais il nous reste plus beaucoup de temps pour écouter les derniers sons de Radio Parleur. Je sais même pas si on aura le temps de tous les écouter, parce que Guy le reprend dans moins d'un quart d'heure, et on n'a plus que un peu plus de 200 € à faire là avant d'arriver à 30 000. Le prochain son, Étienne. Oh là là, alors, moins de 200 € à faire pour arriver à 30 000, merci. Ça n'arrête pas. Étienne, je pense que le son qui nous fait monter, je pense que le meilleur, ce sera le dernier son, donc le son 6, si je ne m'abuse. La fanfare Sudrail. Voilà, exactement. Donc c'est un son, pour vous situer à peu près, on est
Il est 18-19 h, on est presque à Nation, c'est là où ça chauffe, c'est là où c'est un peu dur. Mais on se retrouve à côté du camion de Sudrail, avec un autre camion de Sud et un autre camion de Solidaire derrière. Il y a de la lacrymo, ça pique les yeux, et il y a surtout un speaker de Sudrail très inspiré que vous allez pouvoir entendre. D'accord. Donc oui, l'occasion de montrer que c'est pas une soirée CGT, hein, c'est intersyndical. Donc là, c'est Sudrail. Je pense que tout le monde reconnaît Gala Free From Desire, qui est devenu, on ne sait pas comment, une sorte d'hymne dans les mouvements sociaux. Je crois que c'est arrivé avec Loi Travail. Et on a des musiciens qui sont quand même capables de jouer malgré les lacrymos. Ça va, Tim? Ouais, ça va. Comment t'as fait ta manif, toi, un peu? Raconte-nous. On était à l'arrière, on s'était dit qu'on allait jouer avec Sudrail parce que tu sais, ils nous prêtent un local avec la fanfare. Ouais. Et du coup, on est resté avec eux, c'était hyper tassé, j'avais un peu envie d'aller devant. Mes copines et mes copains sont partis devant et j'ai pas de nouvelles de ma copine. Je suis très inquiet. Ouais. Et parce que là devant, ça en est où? Toi, du coup, si t'es resté avec Sudrail, vous êtes resté coincé longtemps à Gare de l'Est, c'est ça? Ah, mais on est resté, on a bougé à 17h et on n'était pas à République. Ok. Ouais. Donc alors que la manifestation était censée partir à 14h, ouais, voilà. Ouais. Ça vous a bloqué. Et non, mais sinon, bonne ambiance et tout. Mais bon, moi j'ai halluciné de voir le carré des syndicats là. Ouais. Genre, je croyais que c'était les flics qui nassaient des gens. Et je dis à la fanfare, ah venez, on va les aider, on va jouer juste à l'extérieur de la NAS. Et en fait, non, c'était les flics de la CGT. D'accord. Donc, j'adore. Le service d'ordre de la CGT, voilà, qui n'a pas forcément des bonnes relations avec d'autres manifestants à côté d'eux. Mais c'est pas l'avis de la fanfare invisible, en général, c'est mon avis. C'est ton avis personnel. T'as pas halluciné, toi, quand on a vu les flics du service d'ordre de la CGT? Le service d'ordre de la CGT, donc voilà, qui répond à d'autres préoccupations. À la fin, on vous laisse écouter Solidaire. Qui vient nous expliquer qu'il y a des casseurs et qui s'attaquent aujourd'hui aux manifestants. Vous venez de le voir, on avance les collègues et la rue est acquise. Et la rue elle est acquise. Et la rue elle est acquise. Allez, on avance. Voilà, Sudrail qui souhaite ne pas s'arrêter. Sudrail est réputé pour aller jusqu'au bout des manifs qu'elle déclare et qui ne s'arrêtera pas là. Les gars se sont dispersés, ne vous inquiétez pas pour nous, tout va bien, je dis ça aussi. Ça pique un peu, mais ça va. Ça pique un peu, mais c'est-à-dire que le SO n'arrête pas les lacrymos. Alors expliquez un petit peu avec quoi on arrive à se protéger et puis à réduire les effets. Petit équipement, nous avons des casques, car la tête c'est important. Oui, c'est un peu notre outil de travail finalement. Plutôt, ouais. Des foulards pour bloquer un peu les lacrymos. Et du malox. Allez les cheminots, on avance. Ils nous ont juste débouché le nez. Et 30 000, hein, ça y est, 30 000, on les a atteints, 30 425 même déjà. Bravo à tous, bravo à nous. Franchement, on était partis sur si on fait 6 000 balles sur 3 jours, ce sera extraordinaire. Et on peut déjà vous dire que... Alors tiens, d'ailleurs, il y avait des questions qui se posaient à cet égard. Je reviens vers toi du coup, Romain. Finalement, cet argent, il n'y en a pas besoin dans 1000 ans, quoi. Il y en a besoin maintenant. Nous, comment on fait? On vous l'envoie vite? On avait dit que vous-même, vous l'envoyez vite? Comment ça se passe? En fait, nous, on l'envoie dès lors que les éléments qu'on nous a fournis sont remplis sous 48 heures. C'est-à-dire qu'en fait, on a cette faculté de pouvoir très vite débloquer l'argent pour aider concrètement les grévistes. Donc, je pense que nous, on va commencer à avoir les premières demandes. Là, certains ont pris contact avec nous. On va, je pense, avoir les premières demandes à partir du début de semaine. Donc, il faut voir avec le recompte du stream quelle est la meilleure solution. Mais je pense qu'effectivement, les
les premiers dons devraient se faire dans la semaine prochaine ou fin de semaine prochaine, en fonction de l'état de la mobilisation et de la situation. On n'est pas pour l'instant dans un contexte où il y a beaucoup de demandes en même temps, mais on sait qu'elles vont arriver toutes à peu près en même temps quand le mouvement va durer, quoi. D'ailleurs, moi, je sais plus comment on avait tranché la question en interne, mais je pense que le plus malin, et le chat me le confirme, c'est que nous, on vous envoie aussi vite qu'on peut, par exemple, déjà les 30 000, mais que nous, on garde le compteur à 30 000. Et voilà, et on garde le compte de là où on en est, mais on vous envoie quand même au fur et à mesure. Je pense que c'est le plus malin, parce que les gens aussi se posaient la question. C'est vrai que ça sert à rien si on envoie tout le pognon à la fin du mouvement. Quand c'est oui, ça là-dessus c'est mieux, et c'est important que vous gardiez ce compteur pour vous, parce que au-delà de la performance qui est témoin aussi de l'engagement j'allais dire des streamers, je trouve que c'est important qu'on ait une évolution et de ce qui aura permis une initiative originale comme la vôtre durant l'ensemble de cette mobilisation, puisque comme vous avez dit que vous n'arrêtiez pas tant que eux n'arrêteront pas, je pense qu'il est sûr qu'on va gagner au final. Donc on fera tous ensemble cette fête-là. Donc voilà, moi je suis chauve dans 5000 et quelques euros. Donc si je dors, il faudra me réveiller. Mais attends, on va quand même pas me raser la tête en... Ah, j'ai pas de tondeuse. Parce que bon, on peut le faire en live, hein, ça peut être drôle aussi. Bon, voilà, bon, c'est assez anecdotique. On verra ça un petit peu plus tard. Dans 5 minutes, je vous laisse avec Gaël, mais je suis encore avec Violette, Étienne, Sophie de Radio Parleur. Est-ce qu'on écoute un dernier son avant de se quitter, ou pour vous là, on avait vraiment atteint le sommet de ce qu'il fallait passer avec Gala, Freedom Desire? Je pense qu'on a, on a atteint un peu le firmament de cette manif, quoi. Je pense que non, là on écoute, on est pas mal. Faut savoir quand même que je voyais quelqu'un se moquer là de la fanfare invisible. Savez-vous ce que c'est que de jouer du saxophone avec les bronches pleines de lacrymo? Le savez-vous? Eh ben c'est très difficile. Donc c'est vrai que parfois la fanfare joue faux, faut reconnaître, mais quand même, on est content qu'il soit là. J'en profite pour vous dire que la fanfare invisible, on a bossé, Étienne a fait un long sujet sur eux. C'est vraiment, c'est assez cool de les croiser en manif, parce que c'est une fanfare qui vous redonne de l'énergie, qui vous redonne de l'allant, qui vous rassure aussi. Souvent dans les manifs, ils sont très très gazés, puis très très tendus. Avoir des gens qui jouent Star Wars, enfin voilà, devant les CRS, ça fait toujours du bien. Oui, vous l'avez tous vu cette alors c'est, je sais plus, un tromboniste, un trompettiste ou je sais pas quoi qui jouait la marche de l'empereur, non, ça c'est les pingouins, ça. La marche de Dark Vador, je sais pas quoi, devant des Robocop qui passaient, ce qui était plutôt très drôle. Et puis si vous voulez en apprendre plus sur, j'ai envie de défendre aussi la fanfare d'ailleurs, même si ça a un côté un peu poète, on s'est aussi moqué nous-mêmes dans des vidéos du côté un peu art du spectacle, poète troubadour, d'accord. Mais en vrai, comme tu l'as dit, c'est très agréable quand t'es à lancer des slogans. Mine de rien, un slogan c'est chanter. C'est encore mieux quand derrière il y a un cuivre, il y a des cuivres pour nous accompagner, et puis du boom boom. Même si c'est pour gueuler, tout le monde déteste la police, ils peuvent accompagner. Tu vois, ça donne un peu de corps au truc. Et puis, comme tu le disais, c'est pas facile de jouer de la fanfare, de jouer du poète, de jouer du tromblon quand il y a des lacrymos. Mais il y a toute une histoire que, voilà, vous le savez peut-être pas, mais il y a toute une histoire des ouvriers mineurs et des fanfares. Des ouvriers mineurs parce que on leur disait que c'était bon pour le souffle, et ils avaient les poumons complètement encrassés par le charbon. Et ils montaient des fanfares, et ils apprenaient finalement à jouer parce qu'ils étaient mineurs, machin. Donc il y a quand même une histoire, ça fait sens, voilà. Et sur le plateau de Mediapart, lundi étaient reçus 3 personnes de la... non, c'était pas lundi, c'était mercredi. Mercredi, sur le live de Mediapart, étaient reçues 3 personnes de la fanfare invisible, dont une qui disait qu'en fait elle avait appris à jouer pour la fanfare. Donc oui, c'est pas l'Orchestre National de Radio France, c'est des gens qui s'y sont mis pour accompagner le mouvement social, de la même manière que, voilà, avec ce soir, il y a des gens qui streament et qui streamaient pas d'habitude, ou qui s'y mettent parce qu'il y a le mouvement social. Et donc voilà, moi cette fanfare a toute ma sympathie. Merci d'avoir été là, Violette, Étienne. Merci. Merci à toi de nous avoir accueillis dans ton stream, Usul, parce qu'on est un peu des débilos du stream, faut bien reconnaître. Donc merci à toi de nous avoir accueillis. Et j'en profite pour saluer la performance. Oh, comment ça, c'est clair, c'était vachement désagréable ce soir. J'en profite pour rappeler juste rapido que nous aussi on a une petite campagne de dons sur radioparleur.net, et que si vous voulez nous gagner quelques euros, on se rasera rien, mais on continuera à faire du boulot de terrain, et voilà. Et maintenant qu'on est à 30K chez vous, on s'est promis sur le chat tout à l'heure qu'on serait
en live dans la manif de mardi. Donc on fera du live audio et on essaiera d'être un peu meilleur en stream et de faire des trucs un peu... Ça veut dire que mardi, si le stream est reconduit, il y aura du live de vous vers le stream reconductible et on aura la vraie ambiance de la manif comme si on y était, c'est ça? Tout va bien, si le temps le permet, c'est ce qu'on aimerait faire et je pense qu'on va y arriver, hein, parce que on a beau être des débilos du stream, on est quand même des gens de radio et avant le stream, il y avait quand même la bande FM. Donc voilà, je veux dire, ça va, on va réussir à envoyer du signal jusqu'à vous pour que vous puissiez vivre la manif, quoi. Ce serait chouette. Ok, et bien en tout cas... alors, t'as Gaël qui me dit prends ton temps, s'il y a besoin, c'est pas important. De toute façon, là, je pense qu'on a rempli la mission 30 526. Gaël, en plus, tu streams qu'1 heure. Donc on va pas trop te bouffer ton heure. Et après, je l'ai dit, ce sera Ditz pour parler des sorcières et de leur place dans la Révolution. Merci donc aussi à Romain, donc secrétaire général de la CGT Infocom. C'était très sympa aussi de t'avoir et de pouvoir répondre aux questions et puis de causer un peu de syndicats. Je trouve qu'on cause jamais assez de syndicats. Même dans notre émission, on essaie de le faire. Mais... Avec plaisir, et puis surtout on vous tient au courant des suites. Évidemment. Et est-ce que tu es avec moi, Gaël? Non, Gaël n'est pas avec moi. J'ai Marwan. Gaël va arriver. Et oui, c'est moi, Marwan. Ah oui, t'es pas du tout Marwan. Complètement. Et on remercie Maudit et son raid de 229 personnes pendant que Gaël arrive tout en souplesse.